1141 cas, 1761 actifs, 317 guéris et 63 décès. C'est par rapport au coronavirus. Et parmi ces décès, parmi ces morts dus à cette terrible maladie, le monde des médias, le monde de la presse vient de perdre une belle plume. Charles Kilocho n'est plus, mort depuis ce samedi. Nous avons eu la nouvelle qui est tombée comme un couperet. Charles est parti, en est allé à 53 ans. Charles Kilocho, que vraiment la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. C'était vraiment un grand de l'IFASIC. Il était de la 16e promotion de l'ISTI, la promotion de Rombo, la promotion de beaucoup de gens, de Thierry Kialumba. Nous nous connaissons tous à l'IFASIC, donc vraiment l'IFASIC est encore en deuil, l'ISTI est encore en deuil. Et pour ce dimanche, nous avons le réel plaisir de recevoir Maître Ahmed Ousseni, cadre et communicant du CACH. Très heureuse d'être avec vous. C'est moi qui vous remercie, madame. Je suis un peu affectée, vous comprenez. Je connaissais Charles Kilocho personnellement. Moi, j'étais de la 18e promotion. Lui, il était de la 16e promotion de l'ISTI. Est-ce que vous le connaissiez? Il était directeur adjoint de la communication à la présidence de la République. Bon, avant tout, j'aimerais d'abord commencer par présenter mes sincères condoléances à sa famille biologique, au président de la République et à tous les camarades de lutte. Parce que Charles Kilocho est l'un de nous et je souhaite, je prie que la terre de nos ancêtres lui soit légère et douce comme vous aussi vous l'avez souhaité. En même temps, en commençant avec cette information de la tristesse, de la disparition de l'un des nôtres, je profite aussi pour signaler que Excellence Charles Kilocho n'était pas seul, que nous avons perdu hier. C'est ça d'ailleurs la question qui va suivre. Aujourd'hui sur le net, beaucoup de gens se posent la question, comment autant de... C'est vrai que le Covid existe, mais pourquoi autant de décès à la présidence? Et on a remarqué, moi je suis ouverte, on pose toutes les questions, c'est ça Congo Web Télévision. On a l'impression que le Covid ne choisit que le camp du CACH. Pardonnez, on ne souhaite la mort de personne, mais il n'y a que les membres du CACH à la présidence qui s'en vont. Bon, d'abord, il est de principe. Il est de principe. Moi, j'aimerais commencer à répondre à cette question par deux passages coraniques. Parce que quand vous consultez les Saint Coran, les tout premiers versets coraniques qui est descendu au sujet de la mort, il était dit Kullu nafsu dha'iqatul maut. C'est-à-dire, chaque âme goûtera la mort. Et quand ce verset était descendu, il y a des créatures sans âme qui commençaient à se réjouir en disant, nous, alors, nous sommes épargnés, parce que nous n'avons pas d'âme. Il n'y a que des créatures qui ont d'âme qui sont concernées. Et quelque temps après, un autre verset est descendu pour dire, Kullu man alayha fan. C'est pour dire que toute créature, tout ce qui était créé, goûtera la mort. Donc, c'est d'abord un principe universel. C'est un principe divin que personne n'échappera à la mort. Et alors personne n'échappera à la mort. Vieux, jeune, femme, homme, je ne sais pas moi, blanc, jaune, noir, soit-il, on goûtera la mort. Mais en même temps, il faudrait quand même qu'on se pose quelques questions. Comme vous l'avez bien entendu souligné au début de votre émission, et même quand on parcourt dans la cité, on se pose la question, depuis que nous sommes au pouvoir, je parle de nous CACH, jusqu'à ce jour, nous avons perdu à la présidence de la République près de 20 personnes. Près de 20 personnes. J'ai fait ici allusion au conseiller Gilbert Mundela, j'ai fait allusion au chargé de mission Jacques Ilunga, j'ai fait allusion à l'évêque Gérard Moulumba, en Marshall, les chauffeurs principaux du président de la République et d'autres membres de la garde rapprochée du président de la République. En tout cas, beaucoup de personnes. Et certaines ont trouvé la mort à cause du coronavirus, d'autres par accident de circulation, d'autres par crise cardiaque. Et la population se pose quelques questions. Les gens peuvent se demander, légitime, mais en même temps, c'est un principe universel. C'est un principe universel. Je pense que à la présidence de la République, on pourra voir sur cette question. Mais en même temps, personne n'échappera à la mort. Personne n'échappera. Maître Ahmed Ousseni, votre nom aujourd'hui est lié au passeport. Quand on parle aujourd'hui Maître Ahmed Ousseni, on voit passeport. Le contrat avec Semlex, c'est presque à la fin, on nous a dit.
Et beaucoup de gens disent, mais bon, à qui on donnera maintenant ce contrat? Parce que le passeport aujourd'hui, c'est quelque chose de luxueux. C'est vraiment, posséder un passeport à Kinshasa, c'est un luxe. On débourse, officiellement, c'est 185 $, mais officieusement, moi j'en ai acheté, c'est plus de 200 $ pour avoir le passeport. Est-ce que vous pouvez rassurer à cette population que le prix du passeport, comme l'avait communiqué le chef de l'État, que le prix du passeport baissera avant que nous continuions? Vous pouvez rassurer à cette population que le passeport ne sera plus à 185 $, 180 $. J'ai beaucoup aimé votre introduction sur le dossier du passeport en disant qu'à ce jour, mon nom est lié au dossier passeport parce que depuis un temps, j'ai pris l'initiative de me lever pour que, les contrats avec Semlex ne soient pas renouvelés. Et pourquoi j'ai voulu que ces contrats ne soient pas renouvelés? C'est parce que depuis 2015 jusqu'à ce jour, le peuple congolais a payé un lourd tribut à cause de ces contrats. Parce que il faut aussi les rappeler. Comment nous sommes arrivés à conclure d'abord les contrats avec Semlex? C'était de gré à gré, on ne sait jamais. Hein, c'était un marché de gré à gré. Ah. Mais au début, l'Organisation internationale de l'aviation civile, parce qu'au Congo, on avait nos passeports. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que l'État congolais puisse conclure un contrat avec Semlex? C'est parce que l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui édicte les normes sur, dans le monde entier. Dans le monde entier sur les trafics aériens, avait édicté un principe pour que tous les passagers soient désormais identifiés sur un passeport biométrique. Alors que nos passeports d'avant n'étaient pas des passeports biométriques, étaient des passeports semi-biométriques. C'est dans cette perspective qu'en 2015, l'État congolais était obligé de trouver un fournisseur de passeports. Et à l'époque, l'État congolais a désigné un consortium de groupes, un consortium de sociétés commerciales du groupe belge Semlex, à ce que ces consortiums soient notre fournisseur. Et l'État congolais et le groupe Semlex avaient alors conclu un contrat de gré à gré. Qu'est-ce qui était écrit dans ces contrats? Ces contrats étaient un BOT. Un BOT, c'est-à-dire Build, Operate and Transfer. C'est-à-dire Semlex ne devrait pas seulement se limiter à fournir le passeport à l'État congolais, mais aussi à transférer les savoir-faire, à transférer les données techniques à l'État congolais à l'expiration des contrats, pour que l'État congolais soit en mesure de produire lui-même le passeport à l'expiration du contrat. Mais en contrepartie, Semlex avait apporté un investissement de plus ou moins 222 millions de dollars américains. Et dans ces contrats, le prix du passeport congolais était bien fixé. C'était à combien? C'était à 185 $ américains. Mais déjà, de par ces montants de 185 $ américains, Madame Paulette Kimoto, le passeport congolais était devenu le passeport le plus cher du monde. Parce que quand vous consultez nos passeports aujourd'hui, un passeport congolais n'a que 15 petits feuillets, 15 seulement. Alors que le passeport américain a plus de 15, a plus 25, 20 et consorts. Et en plus, notre passeport, qui n'est même pas puissant, comparativement au passeport français, passeport britannique. On en sait quelque chose. On en sait quelque chose. Alors, lorsque en 2017, ces conflits avaient éclaté, parce que souvenez-vous, Madame Paulette, vous êtes l'une des figures emblématiques de la presse congolaise, vous suivez quand même l'évolution de notre vie politique. En 2017, les conflits avaient éclaté au Parlement, où certains députés avaient même réclamé la résiliation pure et simple de ces contrats, parce que c'était un contrat léonin. À l'époque, moi j'étais encore aux études, je faisais encore mes études doctorales en droit. Je me suis dit, je ne peux pas me limiter à ce niveau. Je me suis battu pour obtenir l'instrumentum, les contrats qui étaient conclus par les deux parties. L'agence anglaise Reuters avait publié les 10 contrats, je l'avais obtenu, et quand je l'ai analysé, j'avais même écrit un article scientifique là-dessus. Et en conclusion de mon article, j'étais arrivé à 2 solutions que j'avais proposées aux parlementaires qui demandaient la résiliation à l'époque, et heureusement, ils m'avaient suivi. Je leur avais dit qu'en suivant les clauses de ces contrats, si aujourd'hui on procède à la résiliation brusque de ces contrats, c'est l'État congolais qui sera perdant. Parce que quel que soit les tribunaux arbitraux devant lesquels la République démocratique du Congo serait assignée, nous devrions être condamnés. Et par conséquent, nous devons prendre notre mal à patience, que ces contrats qui n'avaient qu'une durée de 5 ans, qu'il arrive au bout, qu'il arrive à l'échéance, et nous-mêmes, nous allons reprendre les choses en main, encore que dans les contrats, il est prévu qu'à l'issue de ces contrats, c'est-à-dire
le 11 juin ici 2020, c'est-à-dire dans quelques jours, ce contrat va prendre fin. Toutes les infrastructures, toutes les données techniques et même le savoir-faire qui servent à la production de passeports congolais deviendront de plein droit la propriété exclusive de la République démocratique du Congo. Alors, lorsque j'ai constaté 2 mois avant l'expiration de ces contrats, j'ai constaté un certain silence de notre côté. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ces contrats risquent d'être prolongés, alors que le peuple semble encore être perturbé avec cette histoire de coronavirus. Voilà pourquoi je me suis dit, je ne serai pas seul dans ces combats. Il faut que je puisse m'élever, il faut que je puisse rappeler à notre coalition politique Cap pour le changement. Parce qu'en décembre, lorsque nous tous nous étions candidats, avec le président Félix Tshisekedi, nous avons promis au peuple congolais que nous allons mettre fin à ces contrats. Alors, je n'ai pas voulu que ces contrats, encore avec des aléas politiques, ils pouvaient être renouvelés en catimini sans que le peuple ne le sache. Et heureusement que le président de la République, que j'avais saisi par ma correspondance du 24 avril de l'année en cours, a fait droit à ma correspondance. Le président a déjà pris sa décision de principe que les contrats ne seront pas renouvelés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur les modalités d'après-contrat. D'abord, Semlex doit nous apporter toutes nos infrastructures, parce que madame, ça c'est la question la plus importante. On en reparlera, maître Ahmed Ousseini, on en reparlera en long et en large. Nous allons commencer, comme à l'accoutumée depuis que la pandémie du coronavirus est là, nous allons commencer par cela. Nous allons parler un peu de la situation du Covid-19 chez nous en République démocratique du Congo et la visite des experts chinois à la clinique Galema. Vous savez, la présence de ces experts chinois avait fait couler beaucoup d'encre et de salive, et beaucoup ont dit que ces Chinois auraient déclaré qu'il n'y avait pas de malade de Covid-19 à Kinshasa. D'ailleurs, vous avez suivi la réponse de l'ambassadeur chinois par rapport à ces propos. Donc, plus de détails, mesdames et messieurs. La République démocratique du Congo va bientôt atteindre la barre de 2000 cas des malades atteints du coronavirus. En effet, depuis le début de la pandémie du coronavirus déclarée au pays le 10 mars dernier, le cumul des cas est de 1945, dont 1944 cas confirmés et un cas probable. Selon les rapports du comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19, la RDC a enregistré 110 nouveaux cas, dont 108 à Kinshasa et 2 autres au Congo central. Le bulletin du secrétariat technique du comité de la riposte signale qu'il y a eu 63 décès, dont 62 cas confirmés et un cas probable, ainsi que 312 personnes guéries. Le comité de la riposte indique également que 585 cas suspects sont en cours d'investigation, alors que 9 nouvelles personnes sont sorties guéries, dont 6 à Kinshasa et 3 à Lubumbashi. Il s'y est de noter que 2 nouveaux cas de décès ont été enregistrés ce jour et 1136 patients sont en bonne évolution. Rappelons que cette pandémie a déjà touché 7 provinces de la RDC. Il s'agit notamment de Kinshasa, qui est l'épicentre de la maladie, avec 1799 cas, du Congo central avec 110 cas, du Nord Kivu avec 15 cas, suivi du Haut-Katanga avec 13 cas. Le Sud Kivu compte 4 cas, l'Ituri enregistre 2 cas et le Kwilu 1 cas déjà guéri depuis le 20 mai dernier. La délégation des experts chinois s'est entretenue avec les personnels soignants de la COVID-19 dans cette formation sanitaire. Ce qui a permis au coordonnateur de la riposte à la clinique Galema, le docteur Matangila, de faire l'aperçu général sur le circuit du malade, du diagnostic jusqu'à la prise en charge, ce qui s'est fait selon le protocole adopté par la République démocratique du Congo. La délégation a juste après visité les circuits de soins du malade, de l'étrie jusqu'au pavillon où sont internés le patient. Pour le docteur Isabelle Lumbwe Isangu, qui a représenté le secrétaire technique, l'expérience de l'épidémie d'Ebola est mise à contribution dans la lutte contre la COVID-19. Parlant du volet prévention et contrôle de l'infection, Isabelle Lumbwe affirme que les ménages autour des patients sont décontaminés. Une mesure mise en place pour stopper la chaîne de contamination. Des résultats escomptés ont retenu l'attention des Chinois. Le même exercice a été fait à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise d'Ndjili,
qui a accueilli le premier cas de Covid-19 en République démocratique du Congo. Il faut dire que cette formation hospitalière n'a enregistré que 2 décès depuis le début de la pandémie. Disons qu'au-delà du partage de l'expérience, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la RDC et la Chine. Maître Ahmed Osseni, nous avons suivi la visite des experts chinois. D'ailleurs, une internaute m'a dit de vous poser cette question. Est-ce que ces experts sont des médecins, en fait? Experts chinois, ce sont des médecins? Bon, moi je n'ai pas accédé à leur curriculum vitae pour savoir même leur spécialité. Mais je suppose qu'ils devraient être quand même du domaine parce que dans une telle coopération, il est inimaginable que les Chinois nous aient envoyé des juristes ou des politologues pour une histoire de coronavirus. Donc je suppose. Mais vous savez, dans pareil cas, il se pose toujours un sérieux problème de checking dans notre pays. Il suffit que quelqu'un, un étranger arrive dans notre pays et on lui accorde tous les honneurs, tous les privilèges et consorts. Il vient de la Chine, il vient de la France, il vient des États-Unis. On lui accorde tous les privilèges, tous les honneurs possibles, sans même vérifier au préalable. Moi, je n'ai pas vérifié. Je ne connais pas leur spécialité, je ne connais pas leur domaine d'activité, mais je suppose qu'ils devraient être de médecins. Dans le domaine qu'ils devraient être de médecins. Bon, et en même temps, je profite aussi pour saluer cette coopération, parce qu'on connaît les siens, c'est pendant les moments de la douleur. La République démocratique du Congo, comme tout autre pays au monde d'ailleurs, n'était pas vraiment préparé à faire face à une telle pandémie. Et quand nous avons des pays comme la Chine qui vient nous assister, c'est quand même une œuvre à saluer, c'est quand même un acte à pouvoir saluer, et on souhaite que cette coopération soit pérenne et soit gagnant-gagnant. Nous sortons un peu de ce cadre-là. C'est vrai que la RDC, ça c'est ma phrase clé aussi, ne vit pas en vase clos. Nous jetons un peu le regard aussi sur ce qui se passe ailleurs. Cette guerre entre les États-Unis et la Chine par rapport au coronavirus, vous suivez quand même les États-Unis qui jettent la pierre à la Chine en disant c'est à cause de la Chine a mal géré le coronavirus dès le début. Les Chinois disent que c'est pas eux, ce sont les Américains qui ont ramené le virus chez eux via leurs militaires, et puis cette tension entre les États-Unis et la Chine, et d'aucuns pensent d'ailleurs que nous sommes déjà à la porte de la Troisième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Osseni? La guerre qu'il existe aujourd'hui entre les États-Unis d'Amérique et la Chine est une guerre normale, parce que c'est un combat de positionnement dans la géostratégie, et aujourd'hui on ne peut pas perdre de vue que la Chine, elle menace les États-Unis d'Amérique, et elle veut même détrôner les États-Unis d'Amérique. Sur le plan économique ou sur le plan économique, et quasiment même sur tous les plans. Okay. Et c'est tout à fait normal qu'il se lance des invectives. De telles invectives. Mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est de voir qu'est-ce que la République démocratique du Congo doit faire. Où nous situer, parce que c'est une question aussi, vous avez dit de géostratégie, de géopolitique. La RDC est amie à tout le monde, la RDC est amie aux États-Unis, la RDC est amie de la Chine. On doit se positionner où? Nous avons intérêt à être amis avec tout le monde, suivant nos intérêts à nous. Et au départ, nous devons d'abord définir qu'est-ce que la République démocratique du Congo veut faire. Qu'est-ce que nous comptons faire dans notre pays? 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après, même après Félix Tshisekedi. Même après l'après Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que nous comptons sur notre pays? Quel Congo voulons-nous voir? Et c'est en fonction de notre agenda que nous devons nous situer et déterminer qui doit être notre ami et qui ne le sera pas. Mais à la date de ce jour, moi je pense que nous devons être amis avec tout celui qui nous tend la main. La Chine nous a assistés, et en même temps les États-Unis d'Amérique aussi nous ont assistés et continuent encore à nous assister. Parce que chaque jour qui passe, je suis au travers le média que les États-Unis d'Amérique ont encore augmenté leur enveloppe avec autant de millions de dollars américains, autant de millions, autant de millions, autant de millions. En même temps, la Chine nous assiste matériellement et aussi avec cette coopération du personnel. En tout cas, et ce ne sont pas seulement ces pays-là qui nous ont assistés. Il y en a, la liste est longue. Donc aujourd'hui, ce que doit faire la République démocratique du Congo, c'est déterminer notre agenda. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays dans 5 ans?
dans 10 ans, dans 20 ans, même après Félix Tshisekedi, et il faudrait que... Parce qu'il faut qu'il y ait quand même des valeurs. Et l'après-Covid, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon Dieu, là, ces Français aussi veulent nous compliquer l'existence. Bon, la Covid-19, c'est vrai que cela a montré à la face du monde la précarité de quoi dans le domaine de santé. Même les plus grands pays du monde ont été touchés, c'est vrai. Ce sera la phrase de tout. Même aux États-Unis, les gens meurent, même au Canada, les gens meurent. Mais nous parlons de chez nous, l'après-Covid-19. Les infrastructures sanitaires, est-ce qu'on ne va pas en mettre en tout cas en priorité aujourd'hui? Parce que quand on voit nos hôpitaux, nos centres de santé, on se pose la question. On a négligé ce secteur de santé aujourd'hui. Ça nous rattrape en plein fou. J'ai beaucoup aimé lorsque vous avez posé la problématique de l'après-Covid. C'est ça même la raison d'être de la task force et même du comité multisectoriel qui ont été mis en place par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est notamment pour voir cette question. Et aujourd'hui, il y a à peine quelques jours, un magnifique document a été déjà rendu public. Bon, il n'est pas encore rendu public, mais un magnifique document est en train d'être rédigé. Parce qu'il faut voir que l'aspect de la Covid-19 n'est pas seulement l'aspect médical. Il y a aussi l'aspect économique. C'est ça, les gens se plaignent, Ahmed Osseni, les barrières pour venir chez nous, vous êtes passé par des barrières, mais les gens aujourd'hui se plaignent. J'ai même suivi des députés nationaux, des sénatrices qui se réveillent, disent on doit arrêter le confinement, c'est fini, oh là, stop, l'économie est en train de mourir. Bon, c'est vrai, moi j'aime les relations internationales, j'aime voir sous d'autres essieux pour comparer. Au Brésil, le président Bolsonaro dit on ne peut pas continuer comme ça, sinon le Brésil va s'écrouler. Les États-Unis, c'est la même chose, on dit on ne peut pas, les États-Unis sont asphyxiés, partout ailleurs on commence à déconfiner parce que ça ne va pas. Et nous continuons le confinement de la Gombe, jusque quand? Voilà, je pense que lorsque les spécialistes, le secrétariat général technique qui est dirigé par le professeur Mouyembe nous donnera le canevas à suivre, parce que l'État ne saura pas aller à l'encontre de l'avis technique des techniciens qui nous sera donné par l'UNRB. Et à ce moment-là, on verra dans quelle mesure on pourra déconfiner Gombe. Mais en même temps, je reviens sur l'après-Covid. Il y a un des prestigieux Congolais, le professeur Dr Faustin Luanga Makela, proposer un canevas. Sans nous vanter, nous avons vraiment un savant, une intelligence incroyable. A présenté un magnifique canevas sur l'après-Covid que doit faire la République démocratique. On en tient compte, parce qu'on a l'impression que de fois nos autorités ne tiennent compte de rien. Je pense que les comités multisectoriels et même la task force et tous les opérateurs impliqués dans cette question pourront quand même en tenir compte, parce qu'il faut plus voir l'aspect économique. Madame Paulette Kimoto, aujourd'hui, tous les pays du monde sont en train de réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire après cette pandémie. Parce que souvenez-vous, ou on peut même le constater, que toutes les frontières du monde sont pratiquement fermées. Les économies sont aux arrêts. On commence à et avec notre pays la Grèce a réouvert ses frontières. Petit à petit, notre pays où le budget est en train d'être pratiquement divisé par deux, le dollar est en train de prendre le dessus sur la monnaie locale. 20 000 francs d'ici là. Et par conséquent, nous devons réfléchir. Nous devons faire appel à tous les savants congolais. Moi, j'ai parcouru l'agenda proposé par le professeur Faustin Luanga. Et je l'ai beaucoup aimé. Je pense que les autorités, tous les acteurs, tous les opérateurs impliqués dans cette question pourront quand même en tenir compte. Dernière question, nous avons une expérience poussée et même positive par rapport à l'Ebola. Nous avons gagné l'Ebola 3 fois, si je ne me trompe pas, ou 4 fois, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais les gens se posent la question, Ahmed Osseni, nous sommes ce relais entre cette population et vous. Comment on ne fait pas jouer cette force-là, cette intelligence-là qui a permis à ce qu'on puisse vaincre l'Ebola par rapport au Covid-19? Madame, les efforts sont en train d'être fournis. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui a près de 90 millions d'habitants. La superficie de la République démocratique du Congo, c'est pratiquement la superficie de toute l'Europe occidentale. Et nous connaissons quand même l'état de nos infrastructures. Nous avons ces potentialités et on est en train de réfléchir. Quand une pandémie comme la Covid est arrivée, ça nous a presque pris au dépourvu. On n'était pas préparés. Ou tous les vols ne vont plus atterrir, on arrive à l'état d'urgence, les frontières fermées, l'économie en stagnation, les dollars américains ou la monnaie étrangère prend le dessus sur la monnaie locale et on est en train de se débrouiller. Et je pense beaucoup d'efforts sont en train d'être fournis
Et il suffit tout simplement que la communication aussi puisse accompagner les œuvres qui sont en train d'être réalisées pour que les gens constatent effectivement que l'État congolais ne croise pas les bras. Certes, les défis sont énormes. Je n'ai pas la prétention de dire que le gouvernement congolais a déjà gagné le pari, mais quand même, il y a des efforts remarquables qui sont en train d'être fournis et il faudrait tout simplement qu'une communication efficace puisse accompagner ces œuvres afin que la population puisse effectivement constater. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est en train d'être fait. Nous allons aller maintenant, prendre notre taxi pour aller à l'Assemblée nationale, précisément au Parlement, précisément à l'Assemblée nationale, où, vous le savez, la saga de Jean-Jacques Mamba continue. Vous le savez, il est maintenant sous, comment on appelle ça, mon Dieu, le terme m'échappe, de résidence surveillée, voilà, en résidence surveillée. Après qu'il ait répondu à la plainte déposée contre lui, il a été arrêté. Nous avons suivi tous ce saga-là. Nous allons donc avoir plus de précision et avoir la position de Maître Mohamed Ouseni par rapport à ce dossier de Jean-Jacques Mamba. Il est 14h30. Le député national Simon Pianantumba arrive à la Cour de cassation. Il est accompagné de son avocat pour déposer une plainte contre Jean-Jacques Mamba. Les portes du parquet général près la Cour de cassation leur sont ouvertes. Ils y accèdent et déposent la plainte pour faux et usage de faux. Nous venons de déposer une plainte avec mon client honorable Simon Pianantumba auprès du parquet général près la Cour de cassation contre les initiateurs de la pétition à l'Assemblée nationale, que vous connaissez d'ailleurs très bien en tant que presse, qui est M. Jean-Jacques Mamba, pour faux et usage de faux. En termes clairs, le député Simon Pianantumba ne reconnaît pas avoir apposé sa signature sur la pétition portant déchéance de Jean-Marc Kabound. C'est avec beaucoup de regrets que mon client a constaté qu'il y a une pétition déposée au niveau de l'Assemblée nationale avec son nom imité et une signature qui n'existe pas chez lui. Alors qu'il n'a jamais signé sur cette pétition, il retrouve qu'il y a une signature imitée sur la pétition. C'est ainsi qu'il a constaté que ces faits sont vraiment infractionnels. Il ne peut que saisir la justice parce que ça lui porte préjudice. C'est comme ça que nous sommes venus déposer la plainte auprès du parquet général près la Cour de cassation. La signature se trouvant sur les documents a été imitée. Simon Piana exige réparation auprès de la justice. Désormais, la pétition de Jean-Jacques Mamba est entachée d'irrégularité. L'élu de la Lukunga a été interpellé dans la matinée de ce samedi par les inspecteurs judiciaires. Il est reproché à Jean-Jacques Mamba de faux et usage de faux, une infraction punissable de 2 mois ou plus de servitude pénale. Le parquet près la Cour de cassation qui a émis le mandat estime qu'il existe contre l'inculpé des indices graves de culpabilité et qu'il y a lieu de craindre que le député Jean-Jacques Mamba tente de se soustraire par la fuite aux poursuites ou faire disparaître les preuves. Après son audition, la Cour a décidé de sa mise en résidence surveillée jusqu'au 27 mai prochain, date à laquelle est prévu son procès. Notons que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas tardé à condamner la procédure d'interpellation de l'honorable Jean-Jacques Mamba, dont les immunités n'ont pas été levées comme le veulent les principes fondamentaux d'un État de droit. Une autre réaction, c'est celle des militants du MLC qui ont brûlé de pneus devant le siège de leur parti pour contester l'interpellation du député Jean-Jacques Mamba. Il y a une réunion de la conférence des présidents, bien entendu présidée par l'honorable Janine Mabunda. Il s'est agi effectivement d'une réunion tenue en urgence à la suite de l'arrestation de l'honorable Jean-Jacques Mamba, élu de Lukunga, ici sur place à Kinshasa. Les membres de la conférence des présidents ont rappelé que la République démocratique du Congo a une histoire. Une histoire qui a fait qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui
que la population congolaise puisse avoir sa liberté d'expression. Mais cela signifie que les institutions doivent fonctionner dans toute la courtoisie, dans le respect des textes qui organisent les institutions de la République. Ils ont dénoncé le fait que l'honorable Jean-Jacques Mamba soit arrêté comme un malfrat et pourtant protégé par la Constitution qui démontre notamment à l'article 107 qu'aucun député ne peut faire l'objet d'arrestation, d'interpellation, de poursuite, sauf en cas de flagrance. Et les membres de la conférence des présidents ont insisté sur le fait que la justice doit observer ces prescrits de la Constitution. Parce que pour que la démocratie se consolide dans notre pays, il faut aussi que les uns et les autres, que les institutions, que les responsables, à quel niveau qu'ils soient, qu'ils puissent respecter les prescrits de la Constitution. Maître Hamed Ousseni, j'ai lu ou j'ai vu la caricature d'actualité.cd par rapport à cette question. Est-ce que nous sommes en train de vivre la dictature des juges dans notre pays aujourd'hui? Trop de juridisme, trop de droit tue le droit aujourd'hui. Est-ce que nous sommes en train de virer vers ça, la dictature des juges? D'abord pour le dossier de... Non, répondez d'abord à ma question, tout simplement, nous allons y arriver. Est-ce que nous virons à ça? Si vous pouvez d'abord me permettre à ce que je puisse respecter ma logique. Je vous en prie. Pourquoi je refuse à ce stade de procédure parler de la dictature du juge? Parce que les juges n'ont encore rien dit pour le dossier de l'honorable Jean-Jacques Mamba. Les juges n'ont encore rien dit. La Cour ne s'est pas encore prononcée. C'est l'action du parquet. Alors, pour une action du parquet, je ne saurais pas parler de la dictature du juge. Okay. Alors, s'il faudrait que nous puissions, d'ailleurs votre élément ou tous vos éléments, les condensés, a été bien clair, il faudrait que nous puissions cultiver les devoirs de redevabilité, bien entendu. L'honorable Jean-Jacques Mamba, dans le cadre de son exercice parlementaire, en tout cas en suivant l'actualité, j'ai compris que c'est lui qui a initié la pétition. Cette pétition, c'est lui qui en est l'initiateur. Et je pense, même après qu'il ait collecté un certain nombre de signatures, plus précisément 62, il s'était glorifié sur Twitter. Il dit, nous avons obtenu 62 signatures pour la destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Jean-Marc Kabound, pour sa déclaration de 7 millions, comme tout le monde le sait. La pétition a été déposée depuis presque 2 semaines aujourd'hui. Oui, quelques semaines. Ce n'est pas un cas de flagrance, parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre entre juristes dans notre pays. Hein. D'aucuns disent que non, on l'a arrêté en flagrance, donc on n'a pas besoin d'élever ses immunités. L'Assemblée nationale dit non, on n'a pas respecté la procédure. Il n'y a pas respect entre les institutions. D'ailleurs, l'honorable Daniel Safou a même parlé, il y a même une vidéo qui circule, il a dit qu'il va matraquer le magistrat ou il va cogner je ne sais pas quoi, parce qu'il dit qu'il n'y a pas respect des institutions entre elles. Il n'y a aucun respect. Une institution veut chevaucher sur une autre institution. La guerre des juristes, y a-t-il flagrance ou non dans cette affaire? L'état de droit, quand nous parlons de l'état de droit, c'est un état où on respecte les textes légaux. L'honorable Jean-Jacques Mamba, en vertu du principe de redevabilité, il doit répondre de tous ses faits et gestes devant les organes compétents. Il a fait sa pétition, il a déposé sa pétition sur le bureau de l'Assemblée nationale et je pense que même l'intéressé a été signifié, l'honorable Jean-Marc Kabound a été signifié, en disant, messieurs, il existe ici une pétition contre toi, portant votre destitution. Et quelques temps après, quelques jours après, 1 ou 2, 3, je ne sais pas exactement, parlementaires qui seraient signataires de cette pétition disent ont retiré leur signature. Et pourtant, non pas signé. Le règlement intérieur a changé, on ne peut plus défaire sa signature voilà. Quand on l'a fait. C'est quelques députés ont dit, nous n'avons pas signé. Alors, l'honorable Jean-Jacques Mamba, étant initiateur de la pétition, doit porter toute la responsabilité. Je suis de ceux qui pensent que l'honorable Jean-Jacques Mamba doit éclairer la lanterne du juge. Il y a une plainte à sa charge, il doit se justifier. Mais, je précise,
l'état de droit que nous avons promis d'instaurer dans notre pays, avec le président Félix Tshisekedi, c'est un état, effectivement, où on doit respecter les textes. C'est un idéal, c'est une volonté politique, mais en même temps, nous ne pouvons pas perdre de vue que les cadres judiciaires dans notre pays restent encore le même. Les opérateurs judiciaires, je vais répondre à votre question, madame. Je vous en prie. Les opérateurs judiciaires, les habitudes judiciaires sont restés les mêmes. Restent encore le même que nous avons hérité des régimes précédents. Et quand vous consultez tous les discours de Joseph Kabila, quand il parlait de la justice dans notre pays, Joseph Kabila n'avait jamais glorifié la justice de notre pays. Et d'ailleurs, quand vous lisez la thèse de doctorat du professeur Kabasele Ouakabasele sur l'arbitrage, il a pratiquement fait une compilation de tous les discours de Joseph Kabila en matière de justice. Et une fois, Joseph Kabila était arrivé au point de dire que les opérateurs judiciaires de notre pays sont pratiquement sur le banc des accusés. Et ce sont encore les mêmes qui sont là. Nous voulons instaurer l'état de droit. Mais cet état de droit est une volonté politique. Il faudrait que nous y mettions beaucoup d'intelligence, beaucoup de réalisme pour qu'il soit effectif. Est-ce qu'il y a flagrance ou pas? Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas flagrance. En tout cas, je ne vais pas aller par les dos de la cuillère. Okay. L'honorable Jean-Jacques Mamba, en vertu du principe de la redevabilité, doit répondre de tous ses faits et gestes devant les organes compétents. Mais on doit quand même respecter les textes. Les procédures. Aujourd'hui, l'honorable Jean-Jacques Mamba n'est pas comme moi, Ahmed Ouseni. Lui est un élu du peuple. Moi, j'étais candidat député national comme lui, mais moi, je n'ai pas été élu. À partir du moment où il est porteur de ce mandat législatif, la constitution du pays, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sont plus que limpides à la matière en disant que aucun parlementaire ne peut être poursuivi en cours de session sans qu'au préalable ses immunités parlementaires ne soient levées. Les immunités parlementaires, en réalité, ne sont pas un luxe, non. Ne sont pas non plus un paravent pour couvrir l'impunité. Non, on dit tout simplement que pour que les parlementaires, pour que les représentants du peuple puissent exercer convenablement leur mission, il faudrait quand même qu'ils soient un peu protégés. Qu'est-ce qui choque dans cette histoire, l'honorable Jean-Jacques Mamba? Ce n'est pas d'abord l'honorable Jean-Marc Abound qui l'a traîné en justice. Non, Jean-Marc Abound n'est pour rien. Ce n'est même pas un combat. Ça me pousse à poser cette question. S'il vous plaît, Maître Seni, cette question d'instrumentalisation, parce que beaucoup disent que Jean-Jacques Mamba a été instrumentalisé par le FCC pour détruire un membre du CACH. Vous êtes du CACH. C'est ça la question qu'on se pose. Y a-t-il instrumentalisation de deux côtés, des deux camps, tout ça? Puisque les gens disent, nous sommes en pleine distraction, Maître Ahmed Ouseni. L'Assemblée nationale, au lieu de traiter des questions sérieuses, est en train de distraire la population avec, tout ça, avec les pétitions, avec les procès et tout ça. Et on oublie les choses sérieuses. Est-ce que c'est ça vraiment l'Assemblée nationale? Tout le temps des problèmes, tout le temps des à côté, au lieu de faire réellement leur travail. Nous leur avions donné un mandat, c'était pas pour qu'ils soient traînés en justice, tout le temps des plaintes, des pétitions, des arrogances et tout ça à l'Assemblée nationale. On n'y comprend rien. Est-ce que Jean-Jacques Mamba a été instrumentalisé par le FCC pour fragiliser les CACH? Exactement. Je n'en sais rien. Jean-Jacques Mamba, il est du MLC, moi je suis du RDT. Jean-Jacques Mamba est de la Mouka, moi je suis du CACH. Je n'en sais absolument rien. Donc, je ne suis pas proche de Jean-Jacques Mamba. Je ne sais même pas s'il me connaît. S'il me connaît, c'est peut-être au travers de la télévision. Mais ici, j'essaye quand même de parler en sa faveur par rapport à la procédure. Par rapport au texte. On doit quand même respecter la procédure. Ce n'est pas mon camarade de lutte, honorable Jean-Marc Abound, qui l'a traîné en justice, non. Jean-Marc Abound n'y est pour rien. Il peut aussi instrumentaliser Simon Pianantoumba, parce que je ne vois pas. Aujourd'hui, permettez-moi, parce que nous avons un problème très sérieux dans notre pays. Moi, je suis les infos, je lis les internautes sur le net. Beaucoup disent, regardez seulement les gens qui ont retiré leur signature. Ils sont de quel... Permettez, je sais que ça va froisser certaines choses, mais des fois, il faut casser les œufs pour faire une omelette. On dit que quand on regarde les gens qui ont retiré leur signature, ils sont originaires de quelque part, tous. Donc c'est une affaire... Ils sont originaires d'où? Vous allez vérifier, mais ils sont originaires de quelque part. Et c'est ça qui joue aujourd'hui, cette histoire de tribus, de régions et des provinces. On en est là aujourd'hui, parce que les gens ne comprennent pas que ce sont que eux, de ce coin de la République, qui ont retiré leur signature. Je pense que nous allons aussi aborder la question de la partisanerie politique, la question du tribalisme, la question de coteries, comme l'avait dit... des primautés, comme l'avait des intérêts privés.
qui était à l'UDPS à l'époque, qui avait parlé de coterie, Liaou, Voilà. qui avait parlé déjà de coterie à l'époque. Est-ce que nous sommes en plein dedans aujourd'hui, Maître Ahmed Ouseni? Je pense que nous y arriverons. Nous allons effectivement aborder la problématique de partisanerie politique qui semble prendre presque de la primauté sur les valeurs républicaines et sur les intérêts de la nation. Mais dans le dossier de Jean-Jacques Mamba, parce que le peuple, les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, ils aimeraient quand même comprendre pourquoi Jean-Jacques Mamba a été traduit avec une telle célérité. Exactement. On dit c'est une question de flagrance. Mais la flagrance, c'est quoi, madame? C'est ça, La flagrance est déterminée, aussi. la flagrance est réglementée dans l'ordonnance loi de 1978. C'est pratiquement une exception où l'on dit que une personne qu'on trouve en train de commettre l'infraction, parce que c'est ça même l'essence de la flagrance. Lorsque on trouve quelqu'un en train de commettre l'infraction, ou lorsque quelqu'un est poursuivi par la clameur publique, la flagrance est déterminée par rapport au temps de la commission de l'infraction. L'honorable Jean-Jacques Mamba a déposé sa pétition il y a déjà 2 semaines. Il n'y a plus de flagrance. Hein? Il n'y a pas flagrance. L'honorable Jean-Jacques Mamba, il y a même une plainte qui a été déposée par l'honorable Simon Toumba. Il y a, semble-t-il, il y a existé un premier mandat de comparution qui lui était envoyé. Et il n'a pas satisfait à ce mandat. Mais où se situe encore la flagrance? Ça, c'est la procédure normale. Et même quand vous lisez le mandat d'amener, sur base duquel, lui, l'honorable Jean-Jacques Mamba a été arrêté. Mais c'est pratiquement, le magistrat instructeur n'a pas fait allusion à la flagrance. On dit, c'est parce que vous n'avez pas obtempéré, vous n'avez pas répondu au premier mandat de comparution. Mais il n'y a presque plus flagrance. D'autres juristes évoquent la notion d'état voisin, mais l'état voisin n'est pas encore défini par le juge. Je pense que cette fois-ci, c'est un vœu que je formule à la Cour de cassation de nous fournir ne fût-ce qu'une définition, au travers de ces cas, une définition exacte du temps voisin, pour qu'on puisse effectivement parler, c'est de quel temps à quel temps. Parce que si tout le monde, si le régime de flagrance serait pratiquement ça devient, institué comme un principe, là, comme fini. nous l'avons vécu il y a quelques années dans notre pays, où les Franck Diongo ont été arrêtés en plein mandat parlementaire, où les Nemwanda Nsemi ont été arrêtés en plein mandat parlementaire, mais si la même chose continuerait, ça serait pratiquement les déluges. Nous restons toujours dans, dans le domaine judiciaire. Nous allons parler de l'autorisation du vice-premier ministre chargé de la justice par rapport aux actes de cybercriminalité. Vous avez tous lu la lettre du VPM par rapport à cela. En tout cas, cette fois-ci, nous serons poursuivis en justice ceux qui agiront ainsi sur le net. Et puis le caucus de députés du Lualaba qui ont parlé, qui ont dénoncé l'insécurité dans leur province. Nous, députés nationaux, élus de la province du Lualaba, réunis au sein de notre caucus parlementaire, constatons avec amertume que depuis un certain temps, des bandes d'individus sans foi ni loi ont décidé d'opérer et de perturber la vie des paisibles habitants de notre chère ville, province du Lualaba en général et plus particulièrement de la ville de Kolwezi, en y perpétrant en toute impunité et de manière répétitive et barbare des incursions nocturnes au domicile de nos compatriotes. Malgré notre dénonciation publique de ce fait malheureux dans notre déclaration du 5 avril dernier, et en dépit des efforts louables consentis par le gouvernement provincial du Lualaba, nous nous rendons compte que cette situation, loin de s'améliorer, s'est au contraire empirée au fil du temps, plongeant nos compatriotes dans un grand désarroi. Kolwezi donne ce jour l'impression de se transformer chaque jour en un champ de tir où les crépitements des balles perturbent de plus en plus le sommeil de nos pauvres concitoyens qui ne savent plus à quel saint se vouer. Cette situation, qui ne fait que perdurer, nous pousse à nous poser des questions suivantes. Que font les forces de l'ordre et la justice qui sont censées protéger et sécuriser la population pour mettre fin définitivement à cette tragédie? Pourquoi l'intervention des forces de l'ordre n'arrive-t-elle souvent sur les lieux que plusieurs heures après qu'elles aient été contactées par les victimes, laissant ainsi aux bandits le temps d'opérer en toute quiétude? 3. À quand le changement de la chaîne de commandement au niveau de la police et de l'armée tel que promis par la commission d'enquête déployée récemment au Katanga et dans le Lualaba,
C'est ainsi que nous en appelons au vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur et Sécurité de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire régner une paix durable dans le Lualaba et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ils seront désormais poursuivis par la justice, les auteurs des actes des cybercriminalités en RDC. C'est la décision du vice-premier ministre, ministre de la Justice, qui a autorisé les parquets de mener cette démarche. Dans un communiqué du 15 mai 2020, Célestin Tunda Kassende souligne que cette démarche s'inscrit dans l'optique de la politique criminelle des tolérances zéro. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux a laissé entendre que la justice met en garde les auteurs ainsi que les citoyens cyber connectés qui y participent, ce au regard des moyens modernes d'investigation et de l'arsenal juridique congolais à sa disposition. Ce dernier souligne que les actes décriés feront l'objet des poursuites pénales. Le vice-premier ministre de la Justice dit avoir constaté avec regret la prolifération des mauvaises habitudes de la part de certains individus et officines pour nuire à travers des montages grossiers à l'image des institutions de la République, des personnalités politiques du pays ainsi que quelques acteurs du secteur privé bien ciblés. Tunda Kassende a également fait mention des fausses ordonnances présidentielles en images photographiques montées et modifiées avec ceux officiels abusivement publiés et diffusés sur Internet et dans les réseaux sociaux. Maître Husseini, j'ai votre lettre ici par rapport au passeport. Vous avez écrit au chef de l'État. Mais si cette lettre se retrouve sur le net, si moi aujourd'hui je publiais cette lettre, ce sera de la cybercriminalité? En fait, c'est ça la question qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont peur de publier des documents. Ce sera ça la cybercriminalité en fait? Parce qu'il n'y a pas une loi par rapport à la cybercriminalité aujourd'hui en RDC. J'aime beaucoup la manière dont vous posez vos questions. C'est jusqu'à la date de ce jour, il n'existe pas encore une loi. Il n'existe pas encore une loi sur la cybercriminalité. Si infraction existerait, ça serait une autre infraction. Ça sera quoi? Quand on parle aujourd'hui de la cybercriminalité, je pense que l'Assemblée nationale ou le Parlement serait en train de travailler pour légiférer dans ces domaines. Mais il existe quand même une merveilleuse thèse de doctorat en droit du professeur Manassi de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa sur la cybercriminalité. Je pense que dernièrement, même quand j'ai échangé avec lui, il se prépare même pour publier, pour transformer sa thèse de doctorat maintenant en livre pour la consommation publique. À partir du moment où il n'existe pas une loi, il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas d'infraction. Mais c'est ça maintenant. C'est parce que on va sanctionner par rapport à quoi, maître le droit pénal. On va sanctionner par rapport à quoi? Le droit pénal est un droit qui est établi sur base du principe de nullum crimen nulla poena sine lege. C'est-à-dire, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine sans loi. S'il n'y a pas de peine et s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'infraction. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de peine non plus. Alors, il peut y avoir une autre qualification juridique, comme par exemple la divulgation du secret professionnel ou toute autre infraction. Par exemple, en ce qui concerne ma correspondance, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà écrit presque 5 lettres au président de la République. Et mes correspondances à moi, j'ai fait quand même l'effort pour conserver, de les protéger. Mais même si on arrive, bon, je les protège, c'est par rapport au prestige qui entoure les statuts du président de la République. Mais si ma correspondance aujourd'hui se retrouve sur les réseaux sociaux, je ne vois pas, si ce n'est pas quelque chose de secret qui se trouve dans ma correspondance, je ne vois pas la d'infraction. Responsabilité est d'où, maître Rabel Ossedi? Puisqu'on se plaint. Le problème est celui-ci. On s'en plaint. J'aimerais, madame, faire point de... J'ai suivi le ministre de la Justice en disant qu'il y a certaines mêmes ordonnances qui se retrouvent ainsi de suite. C'est ça. À qui la faute? Qui publie en premier ces ordonnances? Qui publie la correspondance de la présidence, des ministres et tout ça? La faute incombe à qui? À nous journalistes, qui relayons l'info, ou à ceux qui publient pour faire le buzz? On n'y comprend plus rien. D'abord, il y a le principe du droit à l'information. Tout Congolais, tout citoyen a droit à l'information. Quand on parle d'une ordonnance du président de la République, toutes les ordonnances, les arrêtés de ministres sont publiés au journal officiel.
Ce ne sont pas des Quand secrets vous d'État. consultez les sites de l'Eganet, les sites officiels du journal officiel, vous allez trouver toutes les ordonnances du président de la République. Vous allez trouver tous les arrêtés pris par le ministre. Vous allez trouver les décrets pris par le Premier ministre. Et vous allez trouver même d'autres actes administratifs qui sont publiés là-bas. Alors, à partir du moment où un internaute, il tombe sur un document, lui pense que c'est le vrai document, et il le publie sans intention criminelle, il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas d'infraction. Alors, à partir du moment où quelqu'un ne pose pas un acte criminel, il n'y a pas une loi qui criminalise cela, on ne peut pas commencer à parler d'une infraction. Mais on peut qualifier autrement les faits, comme la divulgation du secret professionnel, comme l'usage des faux, et qu'on sort ainsi de suite. Si quelqu'un voudrait obtenir des rétributions derrière. On a des spécialistes ici en République démocratique du Congo pour pouvoir savoir que ça c'est un montage, ça c'est un deepfake, parce que aujourd'hui, moi, Paulette Kimontou, je peux tomber dans le piège. Quelqu'un peut faire un montage tellement réussi que je pense que c'est une ordonnance ou c'est une facture issue de la présidence de la République. Est-ce que la faute m'incombe à moi qui ai publié ou à celui qui a fait ce montage? C'est là où se situe le problème. Pour qu'on parle moi, je suis journaliste, par exemple. Parce que beaucoup, on nous attaque. Je nous protège aussi un peu. On nous attaque, on dit que c'est nous, journalistes, qui relayons ces ordonnances, ces montages grossiers et tout ça. Mais moi, on me donne une information, on me dit, Paulette Kimontou, voilà, Hamed Ousseini a écrit au président de la République, je publie. Comment moi je saurais, par exemple, que la lettre de Maître Hamedi est une fausse lettre? Est-ce qu'il y a des spécialistes ici pour nous aider de dire que ça c'est un deepfake, ça c'est un montage et tout ça? C'est là où se situe le problème. Avant d'aborder la question des spécialistes, est-ce que nous en avons en République démocratique du Congo ou pas? Il y a d'abord un petit principe que j'aimerais aussi que nos téléspectateurs puissent retenir. En droit pénal, pour que quelqu'un soit responsable du fait, il ne suffit pas seulement qu'il y ait la faute. Il faut aussi analyser l'intention de la personne. Okay. C'est-à-dire, la culpabilité doit s'associer à l'imputabilité. C'est la somme de la culpabilité et de l'imputabilité qui donne la responsabilité. À partir du moment où vous pensiez que l'acte était réel, vous l'avez publié parce que tout citoyen a droit à l'information. Vous avez voulu faire large diffusion d'une loi, d'une ordonnance du président de la République. Vous n'êtes pas responsable, vous ne serez pas condamné. C'est ça le droit pénal. Moi, je n'invente rien. Tous les juristes qui sont en train de me suivre ne pourront pas me contredire. Donc, vous pouvez tomber sur un document, un arrêté. Vous pensez que cet arrêté-là est vrai. Vous le rendez public pour que les gens qui vous suivent sur les médias sociaux, comme vous êtes parmi les personnalités les plus suivies dans les médias sociaux, il suffit que Paulette Kimontou puisse écrire quelque chose, c'est relayé, les gens font des captures sur l'écran, ils s'envoient sur WhatsApp et consorts. Vous, votre intention n'était que de rendre publique l'information, de faire large diffusion. Vous n'êtes pas responsable. Vous serez responsable, c'est à partir du moment où la culpabilité sera associée à l'imputabilité. Mais comment savoir les intentions de gens? C'est dans le mind. Il y aura des procès. Ça, c'est au juge de... Pour éviter l'arbitraire, il y aura des procès. Et devant le juge, le ministère public qui va vous accuser, parce que ça sera un procès pénal, il doit prouver que vous aviez effectivement l'intention de nuire, et c'est vous qui avez altéré l'acte pour que vous soyez condamné. Et en même temps, vous aussi, vous allez vous défendre. Donc, par rapport à cela, vous m'avez posé la question... Il y aura des procès en cascade avec cette histoire. Vous m'avez posé la question, est-ce que nous avons des spécialistes? Je vous ai par exemple cité le cas du professeur Manassi. Lui, il a déjà fait toute une thèse de doctorat sur le cas de cybercriminalité en République démocratique du Congo. Et lui, c'est un spécialiste à la matière. Aujourd'hui, il est magistrat à la Cour de cassation. Mais par rapport maintenant aux spécialistes techniques, aux techniciens, avec l'évolution technologique aujourd'hui, si vous utilisez par exemple, je ne vais pas faire la publicité ici des opérateurs de téléphones cellulaires, de téléphonie cellulaire, votre opérateur est en mesure de retracer en disant tel acte, lorsqu'il a été publié pour la première fois, c'était par tel téléphone et ce téléphone est utilisé par telle personne. C'est possible. On peut remonter, comme on dit. On peut remonter et puis on va arriver jusqu'à la personne qui a publié l'acte. Et c'est lui le principal fautif. Voilà. Où son intention sera... On va analyser peut-être le premier acte qui était rendu public a été vrai et puis a été altéré par la suite ou accompagné des commentaires blessants et ainsi de suite. Et chacun répondra de ses faits et gestes. Le Grand Katanga aujourd'hui, nous avons suivi le caucus des députés du Lualaba. On ne comprend pas le Kolwezi, Lubumbashi était des havres de paix, Likasi, la plus belle ville
de la RDC à l'époque, mais aujourd'hui, ça ressemble à... permettez l'expression en Capharnaüm aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des morts, des blessés. Nous avons suivi cette dame qui en a parlé. Qu'est-ce qui se passe au Grand Katanga aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe au Grand Katanga? Je n'ai pas assez d'informations à ce qui se passe sur le terrain, mais je souhaite que la situation soit stabilisée. Et pour cela, chaque acteur doit être à la hauteur de ses responsabilités. Nous avons suivi les députés ou les élus du Haut-Katanga. Il y a quelque part, quand on me parle, moi, de cette histoire des caucus, je trouve qu'en quelque sorte, c'est le régionalisme voilé. En quelque sorte, je trouve Mais ils sont élus de là, Maître Hamed Ousseni. Ils viennent de là, ils proviennent de là. Ils ne peuvent parler qu'au nom de ceux qui leur avaient donné les voix. Pas forcément. Les députés nationaux, certes, ils sont élus dans leur circonscription électorale, mais ils sont les représentants de la nation. Ils représentent la nation. Ce sont les sénateurs qui représentent leur province. Mais les députés représentent la nation tout entière. Ce sont les sénateurs qui représentent leur province au Sénat. Mais les députés ne sont pas tels. Alors, à partir du moment où on me parle moi de cette histoire des caucus, quelqu'un qui a été élu, je comprends. Sur le plan apparent, ça peut paraître comme ça peut paraître. Aujourd'hui, l'acte qui a été posé par les élus du Haut-Katanga, je salue. Hein, je salue, c'est un acte noble. Mais en même temps, derrière cette histoire des caucus, des milliers de gens se cachent maintenant derrière pour cultiver ces sentiments partisans au détriment même des intérêts vitaux de la République. Vous allez trouver quelqu'un, aujourd'hui, Hamed Ousseni est élevé, je ne sais pas moi, ministre ou je ne sais pas moi, DG d'une entreprise publique. Nous, les ressortissants de, nous, les originaires de, non. Hamed Ousseni, la télé, c'est l'État, nous avons compris votre point de vue, mais moi, j'aimerais parler d'une question qui a soulevé beaucoup d'encre et de salive. D'ailleurs, on m'a presque interpellé pourquoi j'ai publié cela. C'était le point de vue d'un originaire de l'Est, je ne sais pas, Nord, Sud, Kivu, qui parlait aujourd'hui de la sécession du Kivu. Qui parlait aujourd'hui du fait que le Kivu doit se séparer de la République démocratique du Congo. Vous êtes de là. Nous sommes tous Congolais, mais chacun provient de quelque part. Il a donné ses raisons, il a expliqué, il a dit que la rétrocession n'arrive pas aux provinces, que Kinshasa s'accapare de tout, et voilà qu'eux ne bénéficient en fait pas de leurs propres ressources naturelles, coltan, or, et tout. Et le fils de là ne se retrouve pas, alors il vaut mieux se séparer. Et aujourd'hui, cela est en train d'être, comment dire, insinué dans le mental du Congolais aujourd'hui, que chaque province doit faire un repli sur soi-même. Quelle est votre lecture? La tentative de la sécession, d'où qu'elle proviendra, reste condamnable. Ce n'est pas parce que je suis originaire du Kivu que pour des fallacieuses raisons, en disant il n'y a pas de rétrocession ou il n'y a pas de retenue à la source, et par conséquent, nous voulons faire prévaloir le principe de l'autodétermination. C'est condamnable. Il faut rappeler l'histoire de notre pays. Notre pays a déjà été divisé, déjà au début des années 60, dès la proclamation de l'indépendance. La sécession n'a pas eu lieu au Kivu. La première sécession a eu lieu d'abord au Katanga avec Moïse Tshombe. Et quelques mois après, au sud Kasaï, où Albert Kalonji-Molo Poditunga avait aussi emboîté les pas pour couper sa province, toujours pratiquement pour la même raison. En disant à l'époque, Lumumba ne gérait pas bien le pays et comme ça, moi je vais protéger le mien. Avec Miba, avec les diamants. Hein. Comme nous avons ceci, et pratiquement c'était des gens qui, malgré leur bonne foi, mais ils étaient pratiquement instrumentalisés par les puissances occidentales. Et aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit, aucun Congolais digne de ce nom ne peut accepter que le pays soit divisé. Ce sont encore des actes, madame. Ce sont encore des propos, bien entendu, qui peuvent être avancés, mais ce sont des propos condamnables. Ce sont des propos condamnables parce que ces propos mettent en mal l'unité nationale. Le Congo, c'est plus de 450 tribus. Le Congo, c'est plus de 2 345 000 km². Le Congo, c'est 26 provinces. C'est l'ensemble de tout ça. Doit-on faire cette politique de l'autruche, ne pas en parler, ou carrément mettre ça sur la table et en discuter? Parce que beaucoup disent, il ne faut pas en parler. Les citoyens... En n'en parlant pas, c'est pas qu'on est en train je ne sais pas, de nous voiler la face. C'est quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui s'est dit dans les salons, dans certains salons politiques.
Doit-on en parler ou ne pas en parler? Non, il faut en parler, mais Exactement. pas pour demander la sécession. Mais pour Quand- trouver des moyens de... Quand il n'y a ait pas... sécession. D'ailleurs, la Constitution ne parle même pas de rétrocession. La Constitution parle des retenues à la source. Mais ça se fait pas. Alors, si la retenue à la source ne s'opère pas, la rétrocession ne s'opère pas non plus, on connaît qui en est responsable. Il faut qu'on interpelle le Premier ministre. Parce que c'est le Premier ministre qui dirige l'action gouvernementale. Il faut que le Premier ministre éclaire la nation. On connaît les responsables. Et le principe de redevabilité aimerait que chaque personne porteur d'un mandat public puisse répondre de ses responsabilités. Donc on ne peut pas se cacher en disant parce qu'il n'y a pas de rétrocession ici chez nous et par conséquent nous voulons nous autodéterminer. C'est condamnable. Je ne suis pas de cet avis-là. Voilà, donc il faut aussi qu'on arrête avec ces histoires de caucus de députés 2. Ils sont tous députés nationaux. Donc un député, par exemple, du Nord Kivu peut défendre les intérêts de la province du Kwilu. C'est comme ça même l'esprit de la Constitution. C'est comme ça que dit la Constitution. Les députés sont le représentant de toute la nation. Mais aujourd'hui, observez la situation. Exactement. Quand on tue Kamwina Sapou, Sa Majesté Kamwina Sapou, d'heureuse mémoire, au Kasaï, presque toute la nation se tait. Tous les députés des autres provinces se taisent. Ils laissent qu'au seul député du Kasaï d'en parler. Quand ça touche Nemwanda Nsemi, tous les parlementaires se taisent. Mais on dit, que vont dire les gens du Congo central? Mais messieurs, vous aussi, même si vous êtes du Nord Kivu, même si vous êtes de la Chouapa, même si vous êtes du Maniema, même si vous êtes de Olomami, vous devez prendre la parole. Lorsque ça touche au Begamoulengue, on laisse à seul Moïse Nyarugabo et Azarias Rubero d'en parler. Et pourtant, c'est une question nationale où tout le monde doit intervenir. Alors, à partir du moment où... Doit-on revenir à la territoriale des non-originaires? C'est une option, comme l'a fait Mobutu à l'époque pour casser cela, pour casser cet élan de tribalisme. Mobutu avait peut-être trouvé une piste de solution, la territoriale des non-originaires. On doit casser cette histoire des non-originaires, mais en même temps, tout en respectant le principe sacro-saint qui est posé dans l'article 90 de notre Constitution. Oui. Cet article dit ceci. Par exemple, pour la formation du gouvernement, le président de la République est tenu de respecter la représentativité nationale. C'est-à-dire, toutes les provinces doivent être représentées dans le gouvernement. Donc, on doit casser le principe, certes, des non-originaires ou, prenez même le cas de Konde Villa Kikanda. Il a toujours été cité en exemple. Il a été élu député national au Nord Kivu alors que lui est originaire du Congo central. Prenez encore même le cas de Nemwanda Nsemi. Lui est originaire du Congo central, mais il a été élu ici à Kinshasa. Prenez le cas de tous les autres ici, mon ami Daniel Mbaou. C'est quelqu'un du Bandounou, mais il a été élu ici. Donc, quelqu'un peut être élu dans une province où il n'est pas originaire. Mais en même temps, il y a pour les postes de nomination, il y a le principe de représentativité nationale. Pas de quotas, mais c'est différent. Pas de quotas. Vous savez, même pour la formation du gouvernement Ilunkamba, lorsque la dernière mouture a été présentée par le Premier ministre au président de la République, Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi a refusé d'apposer sa signature sur cette mouture. Pourquoi? Parce que 3 provinces n'étaient pas représentées. Et le président a dit, Monsieur le Premier ministre, je vous prie, rentrez encore au travail, trouvez-moi aussi les représentants de telle province, telle province, telle province. Et aussi parce que le président de la République, avec sa vision que le gouvernement soit le reflet de notre communauté, il a dit il faut qu'il y ait aussi un représentant des personnes vivant avec handicap. Et le Premier ministre était obligé de rentrer avec sa mouture, élaguer certaines personnes pour compléter avec les ressortissants des provinces qui n'étaient pas représentés. Ça, c'est une avancée que nous devons saluer. Ok, nous allons rester toujours dans le dossier judiciaire. Nous avons parlé du dépôt de plainte contre le ministre Eteni et le docteur Mouyembe. Je crois que c'est peut-être par rapport au Covid-19. Et la saga Massaro, vous savez, il a été arrêté, le neveu de Vital Kamerhe. Son procès, ça sera pour demain déjà, toujours à la prison de Makala.
ce sera encore radio-diffusé, radio-télé-diffusé. Nous l'espérons parce que nous allons vraiment suivre, parce que la population a envie de savoir, parce que beaucoup disent que la ligne de défense de Vital Kamerhe est donc c'est la ligne, paraît-il, que va adopter le président Vital Kamerhe par rapport à son procès. Donc nous allons suivre cela avec plus de détails. Écrit le 12 mai dernier, la plainte est rendue publique ce lundi 18 mai. À travers ces documents, l'Union pour la promotion et la protection des droits des citoyens rapporte au procureur général que la population congolaise ne parvient jamais à saisir la réalité sur la riposte contre le Covid-19 et ne sait donner les qualificatifs de la politique sanitaire mise sur terrain par le ministre de la Santé publique. Cette plainte contre le numéro 1 de la santé, le docteur Etienne Longondo, et le coordonnateur de la riposte, Jean-Jacques Muyembe, pose plusieurs questions, notamment quel est le nombre exact de malades du Covid-19 qui en sont guéris, où sont exactement logés et pris en charge le reste des malades, et ils sont au nombre de combien. Selon le numéro 1 de l'IPPDC, les rapports journaliers sur le Covid-19 sont contradictoires au calcul fait en date du 13 mai. Les statistiques données faisaient état de 1242 cas de malades confirmés positifs, 197 guéris, 50 morts et 886 cas en état d'espoir. Faisant calcul de ces nombres, ça donne 1093. Où sont partis les autres malades, morts ou vivants, s'interroge l'IPPDC dans ces documents. Cette structure dit avoir compris que les personnes mises en cause s'arrangent chaque jour pour détourner les fonds mis à leur disposition par le gouvernement congolais, abusant aussi de la confiance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. À ce jour en perte de pédale, cette association est en train de faire passer des malades du Covid-19, tous les malades qui meurent dans les hôpitaux de Kinshasa, au grand regret de leurs membres des familles. C'est pour justifier les détournements des fonds alloués, a fait savoir Maître Jean Bedel au procureur général près la Cour de cassation. Au regard de cette situation, le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa a décidé de déférer Daniel Changalume devant le tribunal en le mettant en détention préventive à la prison centrale de Makala. Comme il a voulu garder silence à toute préoccupation au sujet de son arrestation, Massaro est poursuivi en tant que co-auteur des détournements des deniers publics, mais également soupçonné par la justice congolaise d'avoir mis en relation le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, et Sami Jamal, et d'avoir bénéficié des présumés détournements de fonds publics. Il s'y est dénoté que Daniel Massaro avait été arrêté le 15 mai 2020 au plateau des Bateke, service de l'Agence nationale de renseignement. Il y était en cavale à la suite de l'invitation du général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete, le 14 avril dernier, dans le cadre des enquêtes sur les travaux de 100 jours du programme d'urgence de chef de l'État. Après sa fuite, un avis de recherche avait été lancé par le procureur général qui sous la Bétika afin de le retrouver, ce qui venait d'être fait. Ahmed Hussein. On reproche beaucoup de choses au docteur, au ministre Eteni et au docteur Muyembe. C'est ça qui crée encore un flou artistique par rapport au Covid-19. Moi, j'habite la Tchangou et beaucoup de gens n'y croient pas que cette maladie existe. Beaucoup de Congolais, d'ailleurs, en général, disent que c'est un mythe. C'est pour cette équipe une façon d'avoir de l'argent de l'OMS. Vous avez suivi ces compatriotes de l'IPPDC qui ont porté plainte. Ils ont dit, bon, il y a combien de malades? Combien en sont guéris? Ils sont logés où? Et tout, et tout, et tout. Toutes ces questions, on n'a pas d'éclaircissement par rapport à ça. Et ça crée ce mythe-là que le Covid en RDC n'existe pas. Votre point de vue. D'abord, en suivant l'élément que nous venons de suivre ici, j'ai du mal d'abord à cerner qu'est-ce qu'on reproche exactement, quel fait criminel, quel fait infractionnel qu'on reproche exactement au ministre Etienne Longondo et au professeur Dr Jean-Jacques Muyembe. Certes, chaque citoyen... Obsession peut-être de la vérité ou de l'information, je ne sais pas moi trop, mais ce sont des questions tout à fait cette infraction, sensées. C'est quelle infraction? Elle est prévue et punie dans quel article de la loi pénale? J'ai du mal
Mais les revendications, vous comprenez que... Je comprends les revendications. Même partout à travers la cité, quand on se promène, on dit qu'il y a de ces Congolais qui pensent qu'il y a un dysfonctionnement, une mégestion au niveau de la cellule de riposte. Il y a de ces Congolais qui murmurent. Mais quand j'ai suivi la plainte, la lecture de la prétendue plainte des gens qui ont saisi la justice contre le ministre Teni et le professeur Mouyembe, j'ai du mal à comprendre le véritable grief et la qualification pénale des faits. C'est peut-être des termes juridiques que vous en trouverez, mais la qualification pénale qu'on reproche à ces deux personnalités. Mais il n'y a pas longtemps, le ministre Teni Longondo et le professeur Mouyembe étaient au Parlement pour se justifier. Ils ont répondu aux questions des députés et certes, chaque citoyen est libre de saisir la justice à partir du moment où il constate qu'il y a un ça ne va pas, mais il reviendra maintenant à la justice de nous éclairer. Mais déjà, vous savez, nous revenons encore au cas de l'honorable Mamba. Le ministre Teni Longondo est un ministre du gouvernement central. Il est aussi couvert d'immunité. On dit que les ministres n'ont pas d'immunité, non? Non, ils en ont. Ils en ont. Pour preuve, le ministre de la formation professionnelle, John Tumba, pour que le procureur même puisse commencer son travail, sur le soupçon des détournements des deniers publics et qui pèse sur lui, parce que c'est lui qui était le coordonnateur provincial du programme de 100 jours au niveau du Kananga. Mais le procureur était obligé de saisir le Parlement pour lever d'abord les immunités. Donc, pour lui donner l'autorisation de commencer ses actions de poursuite contre le ministre de la formation professionnelle, John Tumba, de l'UNC. Donc, c'est pratiquement aussi le même exercice qui sera fait dans le cas où le procureur d'abord constaterait le bien fondé de la plainte. C'est à ce moment-là que le procureur sera encore obligé d'écrire au Parlement pour obtenir cette autorisation-là. Donc, c'est un long processus. Et déjà, parce qu'en droit, il y a le principe qui dit qui aimerait que la plainte, quand on rédige une plainte, il faut qu'elle soit claire, limpide, concise. Alors, à partir du moment où il y a encore l'ambiguïté dans le libellé, non, moi je vous dis, je suis juriste, mais j'ai du mal à comprendre. Même à comprendre c'est quelle infraction qu'on reproche exactement au ministre Teni Longondo. Certes, il y a des problèmes qui se posent dans la gestion de la riposte. Mais ils ont peut-être mal formulé. Bon, à partir du moment où on dit, bon, ça va, il y a autant de malades, mais lui nous a dit autant. Bon, c'est quelle infraction? Vous allez nous dire ça. C'est quelle infraction? Mais vous avez relevé un point, c'est les 100 jours. Ces 100 jours, pour certains, pour une certaine opinion, c'était une façon, pour ceux qui sont arrivés au pouvoir, de se faire un peu de sous. Parce que on ne comprend pas très bien ces 100 jours. Pour certains, c'était devenu un esprit. C'était plus les 100 jours palpables comme ça. Après 100 jours, on aurait pu voir les retombées. Mais après presque une année, pas de retombées. Nous qui habitons la Tchangou, le saut de mouton de la Tchangou, c'est toujours un problème. On ne voit même pas les travaux avancés. 100 jours. Échec. Réussite. Quel est le bilan? Le bilan de 100 jours, pour moi, il est mitigé. Je le parle avec toutes les responsabilités. Le bilan du programme de 100 jours du président de la République, Félix Tshisekedi, n'est pas reluisant. Nous avons lancé ce programme, plus précisément le 27 février 2019. Comme l'a dit Vital Kamerhe, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Vous deviez travailler. La raison pour ce programme était, en attendant la formation du gouvernement, parce que le gouvernement qui était en place à l'époque, le gouvernement dirigé par l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, est un gouvernement démissionnaire. Et sur le plan constitutionnel, c'est un gouvernement qui avait le pouvoir bien limité. Et en même temps, parce qu'aucune formation politique n'avait obtenu à elle seule la majorité au Parlement à l'issue des élections du 30 décembre 2018, on était obligé d'engager le pourparlers avec d'autres partenaires politiques pour la constitution de la majorité et la formation du gouvernement et consorts. Et c'est à ce moment-là que le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit on ne peut pas effectivement croiser les bras, on doit faire quelque chose. Et par conséquent, il fallait faire le round dans différents ministères, dans différentes institutions publiques, pour voir quels sont les projets qui étaient déjà étudiés, les contrats signés, pour que nous puissions les rassembler et dégager. Non, vous avez repris certains programmes de l'ancien régime, de l'ancien gouvernement. Pratiquement tous les contrats. Tous les contrats qu'on avait initié le programme, nous les avons trouvés dans le ministère. Okay. Alors,
Pourquoi j'ai dit que le bilan est mitigé? Madame, je commence dès le début. Le programme de 100 jours, les gens en ont beaucoup parlé. Mais il y a des aspects fondamentaux auxquels les gens n'en parlent pas. Et je suis désolé. Le premier aspect est celui-ci. Pour moi, aujourd'hui, moi, Ahmed Ousseini, même si toutes les 4500 maisons préfabriquées seraient montées, même si tous les sauts des moutons seraient lancés dans la ville de Kinshasa, je considérerais le programme de 100 jours comme le premier échec de notre quinquennat. Je ne parle pas seulement de l'échec du président Félix Tshisekedi, mais de l'échec de nous tous, d'abord cash. Parce que le programme de 100 jours, ce n'est pas le programme du FCC, ce n'est pas le programme de la Mouka, c'est le programme du cash. Quand nous l'avons lancé, à l'époque, les gens de la Mouka livraient encore des concerts, ici et là. Je me souviens. Et à l'époque, on n'avait même pas encore su quand est-ce que le Premier ministre sera nommé, parce que finalement, le Premier ministre a été nommé au mois de mai, et le gouvernement a été nommé au mois d'août pour être investi au mois de septembre. Et nous avons lancé ce programme au mois de février. Pourquoi j'ai dit que ce programme est un échec? Madame Paulette Kimutu, aujourd'hui, quand vous parcourez tous les individus qui sont aujourd'hui en détention dans des prisons, dans le cadre de ce programme ici, à part les quelques fonctionnaires et agents de l'État, tous les autres incarcérés sont des étrangers. Vous savez pourquoi ils sont des étrangers? C'est parce que tous les marchés, nous n'avons attribué qu'aux étrangers. Prenez le cas d'un monsieur comme Jamal Sami, le Libanais, Qui ne connaît pas Vital Kamerhe, à qui on a attribué 3 marchés. Parce que le premier marché était de 900 maisons préfabriquées. Le deuxième marché, bien que certains le qualifient d'avenant, mais ce n'est pas un avenant, mais c'est un deuxième marché de 600 maisons pour les comptes de sa société Sami Bokongo et SARL. Et le troisième marché, qui est maintenant de 3000 maisons, qu'on a attribué à une autre de ces sociétés, Hosmal et SARL, qui était d'ailleurs créé après même le lancement du programme de 100 jours. vers le mois de juin. Tous ces 3 marchés, pour un total de plus ou moins 171 millions de dollars américains, qu'on a attribué à cet étranger, Jamal Sami, le Libanais. Je n'ai pas de la phobie des étrangers. Je ne suis pas xénophobe. Prenons le cas des sauts de moutons. Pratiquement tous les marchés ont été attribués à l'israélo-américain de David Blattner de Safricas. Regardez comment est-ce que nous avons donné des millions aux étrangers. Et aujourd'hui pour un piètre résultat. Et pourtant, nous, du cash, avec le président de la République, Félix Tshisekedi, nous avons promis au peuple congolais, en décembre 2018, que nous allons faire des millionnaires congolais. Nous allons faire de milliardaires congolais, comme en ont fait Olusegun Obasanjo au Nigeria, comme en ont fait Sam Nujoma en Namibie, comme en ont fait David Kenneth Kaunda en Zambie. Mais ici, chez nous, j'ai continué à me demander, comment serons-nous en mesure de respecter ces pactes républicains, de faire des millionnaires et des milliardaires congolais, à partir du moment où nous continuons avec cette même, excusez-moi les termes, cette bêtise publique, d'attribuer tous les marchés aux étrangers. Mais les Congolais ne sont pas... J'en reviens. Permettez-moi. J'en reviens. Mais les Congolais, les gens disent, les Congolais ne sont pas sérieux, les Congolais ne respectent pas les délais, les Congolais, il y a place Mbongo, il y a place à Zolona. Donc on ne peut pas faire confiance totalement à un Congolais. C'est pour ça qu'ils se disent, bon, vaut mieux donner à, permettez aussi l'expression à un blanc qui est censé être, voilà quoi. C'est ça. Et les étrangers à qui on a attribué le marché Jamal Sami a déjà construit les maisons? Parce que lui c'est un étranger. Si on accuse les Congolais de n'être pas sérieux, aujourd'hui, s'il vous plaît, si on avait donné ça à un Français, à un Japonais, je ne sais pas moi, ça aurait peut-être pas été... Les marchés de sauts de moutons ont été attribués à qui? Lui aussi n'est pas Mundele, parce que lui c'est un Américain, David Blattner. Parce que si on dit ce sont les Congolais qui ne respectent pas leurs engagements, alors par conséquent il faut privilégier les étrangers. D'abord c'est en contradiction avec ce que nous avons promis avec le président Tshisekedi en décembre 2018. Aujourd'hui à Matadi, je pense qu'à l'issue de ce procès les gens seront bien éclairés. À Matadi, où on devrait construire 300 maisons, rien n'est encore arrivé. Au Kananga, ou à Kananga, où on devrait encore construire 300 maisons, rien n'est encore fait. Rien n'est encore arrivé même au port de Lobito.
et à qui on a attribué un marché de 171 millions de dollars américains, c'est à Jamal Sami. À part les quelques semblants, une centaine de maisons qu'il a faites ici, à Kinshasa, et d'ailleurs inachevées. À Bukavu, où on devrait encore construire 300 maisons, rien n'existe. Et d'ailleurs, on ne connaît même pas les terrains, presque plus d'une année et demie après. Donc moi je dis, ce programme de 100 jours, quel que soit le degré d'exécution, je le considérais comme notre premier échec. Comme l'a dit l'ambassadeur itinérant du président de la République, Nicolas Kazadi, dans l'une de ses notes explicatives, il a dit... même été cité par Vital Kamerhe. Bien entendu, il va comparaître. Dans l'une de ses notes qui m'a beaucoup inspiré, il a dit qu'il y a quelque chose de bon qui a été fait. En même temps, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été bien faites. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire d'abord un bilan pour que nous tirons les responsabilités, les conséquences pour nous éclairer dans le futur. Mais à partir du moment où, Madame Paulette Kimutu, nous continuons à attribuer le marché de Bukangalonzo aux étrangers, aux Sud-Africains. Nous continuons à attribuer la gestion de l'hôpital des cinquantenaires aux Indiens. Mais où sont les Congolais? Procès politique, ça va reprendre demain, Ahmed Ouseni. Est-ce que c'est un procès politique, le procès de Vital Kamerhe? Est-ce que c'est pour vous, Ducache, de casser votre engagement, l'acte de Nairobi, pour 2023? Parce que beaucoup disent ce procès-là, ce n'est qu'une façon d'écarter Vital Kamerhe pour qu'en 2023, il puisse plus se représenter ou puisse pas se présenter comme candidat. Parce que, voilà quoi, c'est un combat. Moi, j'aimerais. Parce qu'il n'est pas le seul, il a dit lui-même, vous l'avez suivi le 11 mai. Il n'est pas le seul, il n'a pas bouffé seul, tout le monde est là, il a cité des noms, 9 noms ont été cités, beaucoup de gens ont détourné par rapport au 100 jours. Mais pourquoi seulement mettre la lumière sur Vital Kamerhe? Madame Paulette Kimutu, j'aimerais d'abord que nous puissions mettre fin à toutes ces spéculations. Vital Kamerhe n'a été traîné en justice par personne. Aucun membre du CACH. Ce n'est pas le président de la République Félix Tshisekedi ou un quelconque membre du CACH qui a traîné Vital Kamerhe devant la justice. Il faudrait d'abord que les gens arrêtent de penser comme tel. Vital Kamerhe, c'est notre ami de lutte. Vital Kamerhe, c'est une personnalité influente, presque la deuxième personnalité du CACH, à l'égard de qui nous avons beaucoup de sympathie. Toutes les composantes du CACH se sont déjà exprimées, nous avons déjà manifesté notre sympathie à son égard. L'UDPS Tshisekedi, l'honorable Jean-Marc Kabound, qui est le président ad intérim, a signé une missive pour demander à tout le membre de l'UDPS d'adopter un comportement responsable face à ces procès. Pour le compte du RDT, le ministre délégué à la Défense nationale et aux anciens combattants, Sylvain Mutombo, s'est publiquement exprimé sur cette question en manifestant sa sympathie à l'égard du président Vital Kamerhe et en souhaitant que l'état de droit soit effectif dans notre pays. Et même les gens de l'UNC, les partis d'où provient le président Vital Kamerhe, ont déjà manifesté leur sympathie. Vital Kamerhe n'a été cité par personne. Il comparait dans ce dossier, il a commencé à comparer dans ce dossier comme renseignant. C'est le procureur, les magistrats instructeurs, qui a constaté, parce qu'étant donné que c'est lui qui gérait le programme. La République des juges. Quand vous consultez, je ne veux pas entrer dans les fonds. Déjà, dès le demain, le procès encore va continuer. Nous avons lancé le programme au mois de février. La coordination, les comités de surveillance et même les services d'appoint, quand vous consultez le document, ont été nommés au mois de juin par lui, l'honorable Vital Kamerhe. Entre février et juin, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le marché était déjà attribué. Par lui. Je ne parle pas de... Allons d'abord lentement. Allons d'abord lentement. Parce que les gens semblent aussi se cacher en disant, bon ça va, il aurait d'autres ministres, l'ancien ministre de Finances, l'ancien Henri Yave, l'ancien ministre des Infrastructures Thomas Louaka, ou Nicolas Kazadi et consorts. Mais ces gens-là été nommés quand tous les marchés étaient déjà attribués. Ces gens-là été nommés quand tous les financements étaient déjà faits. Parce qu'ils ont commencé leur travail au mois de juin. Parce que à partir du mois de février, Nicolas Kazadi était le coordonnateur de notre programme de nous cash dans les discussions avec le FCC. C'est lui qui pilotait notre programme. Il n'était nullement dans l'histoire des 100 jours. Je pense que lui-même va se justifier demain. On verra ça. Je ne suis pas ici. On verra ça le 11 demain. Je ne suis pas ici pour prendre parti à telle ou telle personne. Déjà,
Demain, le procès va continuer. Merci et le peuple beaucoup. sera éclairé. Nous allons parler du 17 mai. Hein. Le 17 mai, c'est la date où, comme vous le savez, l'AFDEL est entré à Kinshasa et que le président Mobutu avait pris son avion pour Lomé, Maroc, où il est décédé quelques mois après, vers le 8-9 septembre 2017. Pour beaucoup, c'était vraiment la fin de la dictature de Mobutu. Nous avons accueilli, vous le savez, ce qu'on avait appelé à l'époque les libérateurs. Nous avons tendu notre micro à cette population qui nous suit et nous a donné leur impression par rapport à cette date du 17 mai qui est aujourd'hui une date où nous célébrons notre armée. Et puis nous allons revenir à ce dossier de passeport parce que là, en tout cas, sans passeport, on ne peut pas sortir, sans passeport, on ne peut pas voyager. Mais pour nous, je le reprends, le passeport est un luxe, c'est comme l'Internet. Hein. Vraiment, posséder un passeport en République démocratique du Congo, c'est vraiment de la gageure. Débourser $205, $210 pour avoir un passeport. Si tu as des enfants comme moi, 3-4 enfants, eh ben, vous allez dans les $1000 pour rien qu'un simple document administratif. Moi, j'appelle ça même un document administratif, le passeport. Donc, il faut vraiment que Ahmed Ousseini tape encore du poing sur la table pour que ce marché ne soit plus de gré à gré, qu'on sache vraiment à qui nous allons offrir ce marché, ou simplement que la RDC reprenne la production de nos passeports à l'hôtel de Monnaie, puisqu'on a dit que ça se faisait et que ça peut se faire. Ahmed Ousseini nous l'a dit. Nous allons encore enfoncer le clou par rapport à ce dossier. Ahmed Ousseini s'est battu pendant plusieurs jours pour que les gouvernements congolais ne renouvelle pas le contrat signé avec Semles sur la production du passeport biométrique. Eh bien, son combat a payé car la présidence de la République confirme que ce contrat ne sera pas renouvelé. Ahmed Ousseini s'en réjouit. Bien que cette réponse officielle semble intervenir un peu tardivement, mais je la salue quand même parce qu'elle répond positivement à un des préalables que j'avais même posé dans ma correspondance adressée au président de la République. Parce que le préalable de préalable était le refus du renouvellement du contrat nous liant à la société belge Semlex. Donc, pour ça, on considère que c'est déjà un acquis. La bataille est déjà gagnée. Ce communicant du CAJ s'interroge cependant sur l'après-contrat. Il était convenu par les deux parties qu'à l'issue ou qu'à l'expiration de ces contrats, en date du 11 juin 2020, toutes les infrastructures, toutes les machines qui servent à la production du passeport congolais, toutes les données techniques, parce qu'aujourd'hui, M. Ambroise, vous avez votre passeport, je détiens mon passeport congolais, et comme nous tous, nous détenons nos passeports, les données techniques qui servent à la production de nos passeports, aujourd'hui sont détenues par Semlex. C'est presque une insulte. Le gros du problème se situe maintenant dans l'après-contrat. Qu'est-ce que le gouvernement envisage faire? Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore de réponses précises. Est-ce que notre gouvernement envisage produire nous-mêmes, localement et souverainement nos passeports congolais? Si tel est le cas, nous allons le faire avec quel matériel? Est-ce que nous allons continuer à produire ou nous allons commencer à produire nos passeports avec nos matériels qui sont ici à l'hôtel de Monnaie? Ou soit le gouvernement est en train déjà d'envisager à contraindre la société belge Semlex pour ramener au pays toutes les infrastructures et les données techniques. Des interrogations auxquelles le gouvernement devra répondre pour fixer l'opinion sur cette affaire. L'idéal qui a caractérisé le président Laurent Désiré Kabila, son idéal n'a pas été suivi après sa mort. Je me souviens que en 2000, en Europe, nous avons fondé une association baptisée FRAC, Forum de réflexion pour l'avenir du Congo. Justement, quand en Europe on accusait Laurent Kabila de dictateur, de ceci, de cela, notre mission était faire voir en face du monde que Laurent Kabila n'était pas un dictateur, que la guerre qui sévissait au Congo n'était pas une rébellion, mais c'était une guerre d'occupation. On a senti en cet homme, malgré le contexte qu'il a amené ici, qu'il ne possédait pas, puisque voilà, le truc a été fomenté par Kagame, et ainsi de suite, on l'a pris. Mais quand il est arrivé, il a essayé de pouvoir récupérer la situation et exprimer aussi son attachement au Congo, malgré évidemment tout ce qu'on peut relever comme manque d'expérience. Mais on a senti en lui cette volonté de mettre le Congo sur
le rail, la volonté de défendre le Congo contre ses ennemis. Après sa mort, tout a basculé. Tout a basculé. Si bien qu'aujourd'hui, quand j'entends les gens dire disent que voilà, comment je peux dire, ils s'identifient à Laurent Kabila, je me moque vraiment de ces gens-là. Parce qu'après Laurent Kabila, ceux qui ont dirigé le pays ont livré le pays à la pâture. Ils ont tout fait pour que le pays redevienne propriété des Rwandais, des Ougandais, ainsi de suite. Ahmed Ouseni, question de curiosité, où étiez-vous le 17 mai 1997? Le 17 mai 1997, j'étais à Kindu. Et je me souviens encore de ce jour-là, c'était pratiquement 17h, heure de l'Est du pays, où on nous avait annoncé que la ville de Kinshasa venait d'être prise par les forces de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo de l'AFDEL. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais excessivement en joie. Parce que j'étais parmi ces jeunes Congolais à l'époque qui pensaient qu'effectivement nous venions d'être libérés de la dictature de Mobutu. Je ne suis pas ici pour parler du mal du président Mobutu. Il a fait ce qu'il a pu. Il a des côtés positifs. Il a aussi des côtés négatifs. Mais moi, en tant que fils de cheminot, mon papa travaillait à la SNCC. Il a été renvoyé à la retraite au grade de directeur. Mais j'ai passé ma jeunesse avec des moments troubles. Mon papa ne recevait plus un bon salaire quand moi j'étais arrivé. Quand j'ai commencé à prendre un peu connaissance du monde. Je vois les difficultés qu'on traversait à l'époque. Et quand j'ai vu quelqu'un, j'ai vu une alliance pour mettre fin au règne de Mobutu et instaurer un autre système, c'était pour moi un véritable soulagement. La ville de Kindu a été prise au mois de mars. Déjà, si 1997. Ma mémoire serait bonne, la ville de Kindu a été prise le 2 mars 1997. Et c'est 4 mois après, c'est 2 mois après, que la ville de Kinshasa a été Comment prise. vous expliquez Mais déjà, cette facilité, vraiment que ces gens sont passés de l'Est à l'Ouest avec une facilité déconcertante? Parce que je pense qu'à l'époque, tous les Congolais étaient déjà fatigués avec le régime de Mobutu. Et déjà, quand Mzee est arrivé au pouvoir, avant même d'arriver au pouvoir, quand il a pris la ville de Kindu, et avant qu'il n'arrive à Kinshasa, moi, ma vie commençait déjà à changer. J'ai commencé déjà à manger à ma faim. J'ai commencé à me sentir... Et je me souviens même le premier salaire, quand mon papa, directeur à la SNCC Kindu, avait reçu son premier salaire. Papa n'en revenait pas. Al-Hajj Ouseni nous a dit, mais est-ce que cet argent, c'est pour payer tous les agents de la SNCC ou soit c'est mon argent moi-même, ou soit c'est mon argent personnel? Je peux vous révéler quelque chose, Madame Paulette Kimoto. Mon père a gardé son salaire pendant 1 semaine parce qu'il a eu peur de le consommer. Le pauvre. Pensant que cet argent, il devrait le partager avec d'autres personnes. C'est 1 semaine après où papa s'est rendu compte que c'était son argent, c'était son salaire. Parce que 2 semaines après, on va encore lui payer la moitié, parce que Mzee avait aussi instauré ce système-là, payé à chaque 15 jours. Et notre vie avait totalement changé. Et à l'époque, à Kindu, on avait le gouverneur Chadari ici. Emmanuel Chadari, c'est lui qui était gouverneur à Kindu. C'est lui qui était le gouverneur au Maniema. En tout cas, j'avais salué la prise de la capitale par les forces de l'AFDEL. Et quelques temps après, notre joie était très courte parce que le 2 août déjà, la rébellion a commencé encore à Ouvira. Et jusqu'à ce que la ville de Kindu s'est encore retrouvée sous l'emprise du rassemblement congolais RCD Goma. Et à l'époque, le premier président, c'était Wamba Diawamba, et puis Adolphe Onusumba est passé à la tête. Non, Émile Ilunga d'abord, puis Adolphe Onusumba, puis Jean-Pierre Ndekane, et jusqu'à ce que Maître Azarias Ruberwa a pris le règne, qui était à l'époque secrétaire général du mouvement du RCD, et jusqu'à ce jour. Donc pour moi, je garde... La mort de Mzee, en quelques 3 ans après, ça cassait ce rêve. Est-ce que Mzee aurait pu
réellement changé la République démocratique du Congo? Politique fiction. Parce que lui n'a fait que 3 ans, 97 en 2001, et beaucoup de gens avaient senti le changement. Nous, à Kinshasa, nous avons senti ce changement. Est-ce que le rêve n'a pas été brisé trop tôt? Aurait-il réellement changé la RDC s'il avait vécu assez longtemps? Paix à l'âme de M. Laurent Désiré Kabila. Madame, moi je suis du cash. Mais je vous dis, je reconnais la grandeur de l'homme. Mzé, pour moi, était porteur d'un rêve de grandeur de ce pays. Mais malheureusement, comme tous les nationalistes, comme tous les panafricanistes, il ne pouvait pas durer au pouvoir. Malheureusement, il a consommé sa coupe. Et quelques temps après, Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Moi, j'établis toujours une démarcation entre Mzé Kabila et Joseph Kabila. Je vois que ce sont deux personnalités distinctes. Mzé avait sa vision de la République et Joseph Kabila en a la sienne. Ce sont deux personnalités d'abord qu'il faut distinguer. La télé, c'est vraiment le temps. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, nous l'avons vu comme un libérateur, nous avons chanté, mais quand les documentaires, c'est ça le bien des Occidentaux, nous les saluons un peu parce qu'ils fouinent trop avec les moyens qu'ils ont, ils sont capables de faire des documentaires, de voyager, nous on n'en a pas. Beaucoup de choses ont été dites de Mzé, qu'il était marionnette, pantin, ça n'a pas commencé aujourd'hui, de Rwandais, des Burundais. Nous avons suivi, hein, les noms m'échappent, c'est ceux qui étaient ministres à l'époque. Mon Dieu, bon, ces noms-là m'échappent. Il était ministre de quoi? Affaires étrangères, c'était pas lui. C'était Charles Koto. Bouguera, c'était Deogracias Bouguera. C'était Deogracias Bouguera, il y avait encore un autre. C'était Bizi Makaram Mouheto. Voilà, merci beaucoup. Bizi Makaram, on a suivi ce qu'ils ont dit à propos d'Mzé. Un simple pantin marionnette, quelqu'un qu'on a tiré comme ça pour faire valoir par rapport à cette rébellion. En fait, c'était le Rwanda qui se cachait derrière cette progression de l'AFDEL. Oui, quand on sait à qui finalement Bizi Makaram Mouheto s'est allié par la suite, c'est tout à fait normal. La bataille politique, c'est aussi bataille psychologique, médiatique. Bizi Makaram Mouheto ne pouvait que tenir de tels propos. Mais Mzé a démontré quand même son patriotisme quand il a dit « Ok, chez Rwandais, vous m'avez accompagné. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. » C'est un acte citoyen, c'est un acte patriotique que nous devons saluer. Et Mzé Kabila avait une vision de grandeur. Il est parti. Moi, je garde une pensée pieuse pour lui. Et je souhaite que son âme puisse reposer en paix. Dernière question, parce que vraiment j'ai un intellectuel avec moi. Est-ce que risquons-nous un jour de revivre cela? Une guerre qui partirait de l'Est? Parce que beaucoup disent, Ahmed Ouseni, que nous sommes en train de revivre 1960, avec les velléités de tribalisme, les velléités de sécession, tout ce que nous vivons ici. J'ai l'impression de revivre dans les livres d'histoire les années troubles 1960-1965. Est-ce qu'il y aura-t-il dans ce pays le risque d'avoir un troisième larron, permettez l'expression, qui sortirait de Nsezou et prendrait le pouvoir comme Mobutu en 65, qui mettra fin à toutes ces distractions, comme Mobutu l'avait appelé, des distractions politiciennes? Je ne suis pas prophète pour comprendre et connaître ce qui va arriver dans le futur, mais si cela serait causé par le tribalisme, je serais très désolé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Madame Paulette Kimoutou, je vous dis que le tribalisme, pour moi, nous cause beaucoup de problèmes dans ces pays, que les détournements des deniers publics et même que la corruption. Parce qu'à cause du tribalisme, on n'arrive pas à valoriser le potentiel que nous regorgeons. À cause du tribalisme, on n'arrive pas à bien voir les choses. À cause du tribalisme, on essaye de béatifier les ressortissants de son coin, parce qu'ils sont tous simplement ressortissants de mon coin, tout en incriminant d'autres, parce qu'ils viennent d'ailleurs. À cause du tribalisme. Et à cause du tribalisme, à cause de cette résurgence de la partisanerie politique, ça commence à m'inquiéter dans notre pays. Pouvez-vous vous en souvenir, madame, dans un passé proche ici, quand la partisanerie politique commence à avoir la primauté sur les intérêts de la nation, ça devient inquiétant. Le PPRD, qui est la première formation politique du pays, a menacé la nation. Si et seulement si,
la justice républicaine est en train de mettre sa main sur son Albert Yuma. Une personne sur qui de graves soupçons de détournement des deniers publics pèseraient. Bien avant le PPRD, la Mouka aussi nous a pratiquement largué le même propos. Sur la place Sainte-Thérèse Angili, et même sur le plateau de vos confrères de TV5 Monde, où on a dit, la Mouka nous a clairement dit, nous allons mobiliser toutes nos énergies pour démobiliser Les investisseurs. toute personne qui tenterait de venir investir ses capitaux en République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, nous vivons pratiquement la même chose, où l'UNC menace aussi la nation. Exactement. En disant, si vous osez condamner Vital Kamerhe, vous allez voir ce que nous allons faire. À l'est de la République. L'UDPS Tshisekedi prend aussi le même langage, en disant, si vous osez destituer Jean-Marc Abound du perchoir de l'Assemblée nationale, vous allez voir ce que nous allons faire. Alors, quand cette résurgence des considérations partisanes, tantôt le tribalisme ici, tantôt... J'ai commencé par condamner cette histoire des caucus. Les caucus des, les caucus des, les caucus des. Non, messieurs, non, madame, nous sommes un, nous devons être ensemble. Il y a par moment où les intérêts de la République doivent être au-dessus. Ok. Les valeurs républicaines doivent être au-dessus. Le message. Donc, passé. nous devons, ça j'appelle vraiment la classe politique. Parce que je trouve que le mot pour dénoncer le tribalisme, pour dénoncer des coteries, pour dénoncer le fanatisme ou la partisanerie, ne sont pas à la hauteur des réalités que nous sommes en train de vivre. Nous allons revenir sur les passeports. Maître Mohamed Osseni, le marché de Semlex, vous l'avez dit, était de gré à gré à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà lancé, comment on appelle ça, l'appel d'offres pour le passeport, ou la production du passeport reviendrait à la République démocratique? L'appel d'offres n'est pas encore lancé. Ok. Le marché de gré à gré, un autre marché de gré à gré n'est pas encore conclu non plus. Mais je profite, quand on parle de ce dossier de passeport, je profite d'abord pour remercier le président de la République, Félix Tshisekedi, qui vient de respecter l'une de ses promesses électorales. Parce qu'avec lui, nous avons promis au peuple congolais que nous n'allons plus renouveler les contrats avec Semlex. Le président de la République a instruit au Premier ministre, le Premier ministre aussi a répercuté le message à la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, Mme Toumba, que je salue aussi. Et celle-ci s'est obligée, en notifiant déjà à Karaziouane, qui est le patron de Semlex, en disant, messieurs, nous mettons fin à votre contrat, au contrat qui nous lie, c'est-à-dire nous n'allons plus les renouveler à son échéance. Pourquoi? Parce que d'ailleurs même la clause de reconduction tacite dans ces contrats n'a pas été prévue. Et en même temps, notre ministre des Affaires étrangères a demandé à Semlex de faire déjà l'inventaire avec le gouvernement congolais. Parce que toutes les infrastructures, Mme Paulette Kimoto, qui servent à la fabrication de passeports congolais, ce sont nos matériels désormais. Ce ne sont plus le matériel de Semlex. L'article 10 du contrat, qui lie la République démocratique du Congo au groupe belge Semlex. Et qui avait signé ce marché, maître? Le marché du côté congolais a été signé par deux personnes. A été signé, un, par le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Raymond Chibandantonga Moulongo, et deux, Henri Yav, qui était notre ministre de Finances. Ce sont les deux personnes, ce sont les deux personnalités qui nous avaient officiellement représentés, bien qu'il y avait encore d'autres personnes en coulisses. Mais nous avons suivi aussi la traçabilité de cet argent avec Semlex, 2% ça va chez qui, c'est à là, nous avons tout suivi, hein, comment on s'est réparti l'argent des passeports. Mais quel est le prix idéal, Mohamed Osseni, pour un passeport? Ça doit coûter combien pour cette population? Le prix idéal. Le prix d'abord qui était prévu dans les contrats de 2015. Le prix du passeport congolais était prévu à 185 $ américains. Cet argent, comment est-ce qu'il était réparti? L'argent était réparti, 120 $ américains devraient revenir à Semlex. 65 $ seulement à la République démocratique du Congo. Madame Paulette Kimoto, quand vous faites les calculs, vous allez constater que Semlex a gagné presque 10 milliards de dollars américains pour le nombre de passeports fournis, et l'État congolais s'est retrouvé avec des miettes. Et on nous dit, bon ça va, les infrastructures nous reviendraient. Mais déjà, l'investissement de Semlex n'était que de 222 millions de dollars américains. Ils ont gagné 15-10 fois plus avec la production des passeports. Mais c'est au-delà, des milliards. C'est ça encore revient, cette problématique. C'est là que ça revient encore cette problématique de l'attribution des marchés aux étrangers. On n'en disconvient pas. Aujourd'hui, la grande bataille maintenant qui se trouve,
C'est l'après-contrat. Qu'est-ce qui sera fait? Il y a 3 hypothèses. Est-ce que l'État congolais prendra l'option ou privilégiera l'option de produire lui-même ce passeport ici à l'hôtel de Monnaie parce que nous avons les moyens? Les investigations, les données à ma possession. Biométriques chez mais nous? si nous produisons d'abord notre argent ici, on produit l'argent, à fortiori les passeports. Mais l'argent n'est pas biométrique. Je peux paraître bête, mais je me pose la question. Mais déjà, le matériel qui servent aujourd'hui à la production de passeports congolais sont désormais le matériel de l'État congolais. On ne peut plus aujourd'hui nous avancer la raison qu'il n'y a plus d'infrastructures parce que nous avons déjà ces infrastructures-là. C'est comme ça que dit l'accord. Déjà, Semlex nous a roulé. Je vous ai dit en liminaire de cette émission que les contrats qui étaient conclus étaient un BOT, Build, Operate and Transfer. Semlex ne devrait pas se limiter seulement à produire les passeports, mais aussi à transférer cette technologie. Mais pas fait, hein. Le passeport congolais n'était même pas en train d'être produit ici chez nous, en République démocratique. C'est produit en Belgique, hein? Non. Aussi? C'est en Yougoslavie. Et c'est là où se trouvent même toutes les infrastructures. Voilà pourquoi notre ministre des Affaires étrangères a demandé à Semlex de faire déjà l'inventaire et de ramener au pays toutes les infrastructures qui servent à la production de passeports congolais. Mais déjà, il se pose déjà un problème de délai. Il reste quelques jours, mais rien n'est encore fait. Est-ce que l'État congolais va privilégier l'option? Ça, c'est la grande bataille que je suis en train de m'investir maintenant. Est-ce que nous allons produire nous-mêmes nos passeports à des prix réduits comme le président de la République l'avait souhaité? C'est à combien? Le prix idéal, ça peut être à combien? Les passeports congolais doivent revenir même à $50 américains. Même madame. à $50 américains. Ok. Et à l'impossible, parce que nous avons déjà le matériel. L'État congolais ne peut plus nous dire non, nous devons encore acheter le matériel. Non. Nous avons déjà le matériel avec nous. Est-ce que l'État congolais va-t-il encore faire appel à un autre prestataire étranger du genre Semlex, c'est-à-dire déshabiller Semlex pour habiller notre prestataire étranger, allemand, américain, français, canadien ou qui? Est-ce que l'État congolais va-t-il procéder de quelle manière pour la production de nos passeports congolais? Voilà les hypothèses qui sont aujourd'hui sur la table. Moi, je suis de ceux qui pensent. Quand vous lisez ma correspondance que j'avais adressée au président de la République, Félix Tshisekedi, en date du 24 avril de l'année en cours, j'ai proposé ma piste de solution là-bas. J'ai dit, monsieur le président, il y a aujourd'hui 10 solutions, 10 exigences qui doivent être faites. Ici, chez nous, au pays, le prix unitaire du passeport était fixé à combien? À $185 américains. Mais connaissant encore nos tracasseries administratives, il y a des gens qui déboursaient même jusqu'à $300 américains. Chez nous, à l'étranger, $110. vous avez dépensé des $110 américains. Moi, j'ai obtenu mon passeport, le passeport de mon épouse et le passeport de mes 2 enfants à l'étranger. Et au total, j'ai dépensé $2500 américains pour 4 passeports. Vous pouvez vous imaginer. Parce qu'à l'étranger, madame, vous, au moins, vous êtes ici à Kinshasa. Prenez quelqu'un qui est à Montréal, au Canada. Notre ambassade se trouve à Ottawa. Pour avoir le passeport, il faut qu'il se déplace. Qu'il quitte Montréal, qu'il quitte Vancouver, pour aller jusqu'à Ottawa. Calculez le prix de billet d'avion. Parce qu'il ne peut pas arriver à dormir sur le trottoir. Il doit être logé dans un hôtel. Tout ça, c'est juste pour avoir les documents. Le passeport de 15 petits feuillets. 15 petits feuillets. Quand juste on vous appose 15 visas, c'est fini. Moi, j'ai déjà renouvelé, à l'espace de 5 ans, j'ai déjà renouvelé 2 fois mon passeport. 2 fois. Et parce qu'à l'étranger, aujourd'hui, à l'espace Schengen, un passeport congolais coûte près de 400 €. Et sans compter encore les accommodations, les frais d'hôtel et consorts, ainsi de suite. Alors, je me suis dit, première exigence, monsieur le président, qu'on rompe d'abord ces contrats avec Semlex. Que nous puissions produire nous-mêmes le passeport ici chez nous, parce que nous avons déjà les moyens. Qu'on rabatte le prix unitaire doit revenir même à $50, même à $80. On va faire les études de faisabilité, mais on doit nous fixer. Et en même temps, on doit veiller à ce qu'à la prochaine, de tels contrats ne soient plus conclus. Comment se fait-il que tous les contrats sont pris par les étrangers? Toujours par la procédure de gré à gré. Toujours par la procédure de gré à gré. Je ne dis pas que le gré à gré... C'est pas mauvais en soi. Hein? Ce n'est pas mauvais, c'est légal. Mais il y a des conditions. Quand on lit la loi sur la passation de marché public chez nous, il y a des conditions pour arriver au gré à gré. Mais on ne peut pas juste privilégier cette mode de passation de marché public. Est-ce que vous n'êtes pas menacé? Parce que vous avez vu, vous avez dit il y a des milliards en jeu. Avec l'argent, on ne sait jamais. Est-ce que personnellement, on ne vous menace pas par rapport à ce dossier? Une question de curiosité. Madame Paulette Mouto. Est-ce que vous êtes menacé? Les jours que coups de fil anonymes et tout ça par rapport à ce dossier? J'en reçois tous les jours.
Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me perturbe pas. Parce que Madame Paulette Kimoutou, les jours que moi j'avais pris la résolution de m'engager en politique, c'est ce jour-là que j'avais signé ma décision d'être ami des hôpitaux, être ami des prisons et être aussi ami des cimetières. Je ne crains pas. Parce qu'en politique, à partir du moment où vous avez un idéal, vous ne devez plus avoir peur. Moi, depuis 2017, je me suis investi dans ces dossiers. Et c'est parmi les sujets qui ont fait en sorte que moi je sois candidat député national. Parce que je voulais que les choses changent. Alors, le moment est venu, comment encore la peur doit m'investir? Comment encore la peur doit m'envahir pour que je puisse me taire comme tous les autres? Parce que madame, avant que moi je ne lève le ton, l'espace politique congolais était pratiquement silencieux. Quelqu'un d'autre n'a pas parlé de ce dossier? Personne d'autre. Personne d'autre. Moi je suis d'establishment. Je suis membre du CACH. J'ai parcouru, j'ai contacté presque tout le monde. Mais j'ai vu comment est-ce que les gens étaient envahis par la peur. J'ai dit, alors moi, je m'assume. Je prends mes responsabilités. Y compris même, mais le membre de ma famille m'ont interdit. En disant, un de mes grands frères qui aujourd'hui traîne au Canada, il m'a dit, Ahmed, laisse cette histoire. Tu ne sais pas les intérêts qui sont derrière. Exactement, il y a beaucoup d'intérêts. J'ai dit, je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix. Dieu de providence va s'occuper de mon épouse et de mes enfants dans les cas où quelque chose de malheur m'arriverait. Et le peuple congolais pour qui je suis en train de me battre, je pense qu'il restera quand même reconnaissant à l'égard de ceux que moi je laisserai sur cette terre. Merci beaucoup, Maître Ahmed Husseini. Merci en tout cas d'être passé à la barre. C'est moi qui vous remercie, madame. Avant de clôturer, j'aimerais par exemple vous faire une petite révélation. Je vous en prie. La première fois que quand vous m'avez reçu sur votre plateau d'Info 7, c'était, si je ne m'abuse, en date du 11 août 2019. Ce jour-là, c'était le dernier jour de la clôture du mois de Ramadan 2019. C'est exactement encore comme aujourd'hui. Ah, c'est le Ramadan. Les jours encore de la clôture du Ramadan 2020. Wow. Nous avons reporté plusieurs fois notre rendez-vous. Il y a un moment, j'ai commencé à me patienter. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Et ça tombe encore aujourd'hui. Le musulman du monde entier vient encore de rompre le mois de Ramadan. Ah. Donc, 2019, les musulmans. 2019, vous m'avez reçu à la clôture du mois de Ramadan. Et en 2020, ça tombe encore juste. C'est moi encore Ahmed Husseini sur votre plateau. Merci. Donc je profite de cette occasion. Je profite de cette occasion parce que cette opportunité merveilleuse qui se présente sur votre plateau, si vous pouvez me permettre que je puisse adresser quand même mes voeux de bonnes fêtes à toutes mes sœurs et à tous mes frères de la foi islamique, de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. Et je prie également à ce que Allah, le miséricordieux par essence et par excellence, puisse agréer nos jeûnes, puisse agréer nos prières, puisse également agréer toutes nos offrandes que nous avons effectuées durant le mois de Ramadan. Restons ensemble, prions pour notre pays, les enjeux sont énormes et nous serons en mesure de relever les défis avec l'assistance d'Allah. Voilà, merci beaucoup. Info 7, c'est l'émission Faiseur de Roi, hein, j'ose le dire, parce qu'on ne sait pas, peut-être le prochain Ramadan, il sera ministre, parce que moi j'ai reçu des ministres. Hein. Beaucoup sont passés par ici et sont devenus vice-ministres et ministres. Merci à Gabriel Chavani qui nous donne cette opportunité de recevoir des futurs ministres, des futurs cadres de notre pays. Et j'espère que votre téléphone sera toujours ouvert quand vous deviendrez ministre. Il sera toujours ouvert. Moi aussi parce que vous avez cité le nom de Vieux Chabani Record. C'est un aîné à l'égard de qui j'ai beaucoup de respect. Je le salue aussi. Je salue aussi mon aîné Gilbert Biladi. Je salue toute l'équipe de Congo. Mon ami Mambeke qui me rend souvent la tâche difficile, mais je les salue quand même. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci, chères téléspectatrices, followers sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Merci vraiment pour votre fidélité à cette émission. Restons branchés et prenons rendez-vous pour le dimanche prochain. Inch'Allah.